Bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour un nouveau live, pour une nouvelle VOD sur du coup le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, toujours, encore et toujours. On se rapproche de la fin, drastiquement. Nous sommes chapitre 10, de la manipulation interindividuelle à la manipulation de masse, le cas du marketing. Ta-ta-ta. Un dimanche soir ordinaire. Dolmos, dimanche 3 mai, 18h55. Madame O retrouve le domicile conjugal après un week-end plutôt mouvementé. On aura la discrétion de ne pas en dire davantage, car en l'absence de son mari, Madame O n'est pas femme à s'ennuyer. Henri, enchaînant depuis toujours les déplacements professionnels à l'étranger, elle a dû se faire une raison. Ce fut pas facile au début de leur union, mais il y a belle lurette que les lointains voyages de son homme ne l'empêchent plus, comme elle aime à le dire, de vivre sa vie. Que Henri, obstinément enclin à prendre ses désirs pour la réalité, l'appelle encore ma Pénélope, n'y change rien. Justement, il vient juste de lui faire parvenir un texto. En escale à Athènes, vol retardé de 3 heures environ. Ne m'attends pas pour dîner, pense à toi ma Pénélope. Sinon il y a de l'huile de friteuse, mais ça a tendance à donner un effet très gras, et puis ça sent les frites, et puis il faut aimer quoi. Non, on va pas faire ça sur mes cheveux, on va pas faire ça. Je préfère l'huile de ricin, de noix de coco, d'amande douce, tout ce que tu veux, mais l'huile de friture, j'ai un doute certain. Il ne sera pas rentré avant minuit. Tant mieux, elle aura au moins le temps de se retourner. Elle ferme voluptueusement les yeux, soulagée de la pensée, de pouvoir disposer de toute la soirée pour elle. Du calme, voilà ce qu'il lui faut. Une soudaine sensation de faim la pousse maintenant à inspecter le réfrigérateur. Par chance, elle n'aura pas à faire la cuisine, il reste une cuisse de poulet rôti, un cœur d'artichaut en vinaigrette. Elle ne demandait pas tant, même si le cœur d'artichaut lui renvoie, en cette fin de journée dominicale, une image d'elle-même qu'elle aurait préféré éviter. Mais maîtresse femme jusqu'au bout des ongles, elle balaye d'un revers de main cette idée désagréable et pense à son mari. Tant pis pour Henri, s'il n'a pas mangé, il trouvera son bonheur dans le congélateur. Son festin à peine achevé, elle dépouille ses mails en avalant un second yaourt à la lumière de son ordinateur. Incroyable le nombre de courriers qui a pu s'accumuler depuis vendredi après-midi. Un de sa sœur cadette, lui rappelant l'anniversaire de la tante Germaine qu'elle avait oublié l'an dernier. Un de son club de badminton annonçant avec force photo la qualification de l'équipe de Benjamin en 16e de finale de la Coupe du District. Un autre, démesurément long, celui-là de sa belle-sœur Edmonde, qu'elle a décidé de ne lire que le lendemain à tête reposée. Même sentence pour les mails plus domestiques, facture de téléphone, échéance de prêt, etc. Qu'elle met un point d'honneur à ne pas traiter les week-ends. Quant au spam, elle glisse tout illico à la poubelle sans les ouvrir. Toujours les mêmes, investissement immobilier, regroupement de crédits, voyance, régime alimentaire, rencontres en tout genre et bien sûr, tourisme, dont un, une fois encore, de l'agence de voyage L'Azuréenne Dolmat. Son objet n'a rien d'original, vole toute destination au meilleur prix. Mais Madame O a la tête ailleurs. Un spam est un spam, et il y a bien longtemps que les meilleurs prix, les rabais exceptionnels, les affaires incroyables, les soldes monstres et les autres offres promotionnelles de dernière minute la laissent finalement de marbre. 19h44, elle a juste le temps de passer sous sa douche avant de suivre, comme tous les soirs ou presque, les informations à la télévision. Elle a pris l'excellente habitude de les regarder sur une grande chaîne nationale, Dolmacie 2, réputée pour son indépendance et son objectivité. 19h59, elle enfile un peignoir et elle s'installe devant son poste. En plan serré, genre d'idéal. Jean d'idéal. Je vous jure que, vraiment, quand je vois Céron faire ses blagues dans le chat, il me fait très fortement penser à mon ancien prof, Monsieur Joule, qui a coécrit ce livre. Et là, quand je lis ce livre, je pense étonnamment très fortement à Céron, qui nous fait ses blagues sur le chat. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, je sens comme un lien. Je sens comme un lien. Bref, donc Jean d'idéal, tiré à 4 épingles, comme à l'accoutumée, énonce avec un recul distingué les titres du journal. Il est, ma foi, beau garçon. Et quel charme, reconnaît-elle envahie par la chaleur d'un sourire qui lui semble destiné à elle seule. Elle n'a pas tort, le représentateur de 20 heures, coqueluche des Dolmatiennes de 7 ans à 77 ans, figure pour la 3e année consécutive en bonne place sur la liste des 10 hommes les plus séduisants du pays. Madame O ajuste son peignoir et se love, sans le quitter des yeux, dans sa boquette en cuir rose. Pic de pollution dans la capitale, naissance de quintuplé en province, inondation au Bangladesh. Puis Jean d'Idréal en revient aux informations politiques, avec un point d'orgue sur les prochaines élections municipales. Quelques minutes plus tard, le journal se termine, comme chaque dimanche soir en cette période électorale,
par un débat opposant les deux leaders politiques briguant la même municipalité. 20h34. Après la séquence météo, les sempiternelles publicités. Peu intéressée, Madame Mo en profite pour arroser le yucca, mettre assiette et couvert dans le lave-vaisselle. À peine entend-elle du fond de sa cuisine la bande sonore des spots publicitaires qui se succèdent. Coca Dolma, la boisson qui fait pétiller d'envie. DSK, la décapotable, magnifiquement irrésistible. DSK, la décapotable, magnifiquement irrésistible. Ouais. On ne dira rien de plus. Oliva, le seul savon de Marseille fabriqué en Dalmatie. C'est vrai que... Ah, curieux quand même, un savon de Marseille produit en Dalmatie. C'est vrai que nous produisons bien des herbes de Provence. Ah là là. Oui, DSK. Mais très clairement, c'est une grosse référence, hein, parce que DSK, la décapotable, magnifiquement irrésistible, si c'est pas un gros tir pointé en direction de notre petit homme politique, je vois pas trop ce que ça peut être. Hein. J'avoue que là, quand même, ça m'a l'air un peu gros, si j'ose dire. 20h45. Elle entend à présent vider sa tête en regardant un beau film. Pourquoi pas les adieux de Séraphine. DSK modèle Sofitel, exactement, voilà, c'est ça, c'est DSK modèle Sofitel. Hein. Décapotable et incroyable. Ah là là. Pourquoi pas les adieux de Séraphine, programmés sur l'une des 33 chaînes du bouquet cinéma inclus dans son abonnement. Le film est en salle depuis seulement 3 mois et Madame O se souvient que Radio Dolmos en a dit le plus grand bien, même si certains critiques ont cru bon de formuler quelques mises en garde. Personne émotive, midinette s'abstenir. Les adieux de Séraphine, même lorsqu'elle a juré ses grands dieux, sont toujours provisoires. Là, elle est, semble-t-il, tout le sel du film. Quant à la fin, heureuse ou tragique, impossible d'en préjuger. Elle justifie les moyens, à en croire le résumé proposé par TV 5 jours. 41,5 millions de dolmas, record absolu pour une production Dolmo-Dolmat. Bien que très émotive, Madame O, qui n'est plus une midinette, a décidé de se laisser tenter. Elle ne sera pas déçue. Un crescendo sentimental jusqu'au paroxysme de la scène finale qui se déroule dans un immeuble cossu des années 30. Séraphine, désespérément seule, broie du noir dans une chambre obscure. Les rideaux sont tirés, seule la clarté du jour, qui s'insinue par moments entre les plis, permet d'espérer une issue autre que funeste. Tension intenable, portée par une musique à vous arracher des sanglots. Soudain, Séraphine attrape un paquet de dalmatiennes blondes, comme elle attraperait une bouée de sauvetage lancée un jour de tempête par la main du destin. Elle allume fébrilement une cigarette, sort d'un pas résolu sur le balcon. L'incertitude est à son comble. Que va-t-elle faire? Sa cigarette encore inachevée, elle se penche lentement vers le vide. 18e étage. La musique s'est brusquement arrêtée, le temps semble, comme Séraphine, suspendu. Zoom arrière, fondu enchaîné, contre-plongée, interminable plongée. De là-haut, les voitures qui circulent dans la rue ressemblent à des jouets. Être ou ne plus être. Remords et vertige au tribunal des âmes. Soudain, la lumière chaude qui enveloppe progressivement les pots de pétunia blancs accrochés au garde-corps. On devine avec soulagement que, cette fois, sa décision est prise et qu'elle ne sera pas fatale. Les violons ont remplacé le silence. Séraphine s'étant fièrement redressée, regarde droit devant elle par-dessus les toits, le visage pas un instant voilé par les volutes bleutées qui s'élèvent majestueusement à chaque bouffée. Oh, elle aura finalement fait le bon choix. Le dernier plan arrive avec le générique, comme une promesse d'éternité. Nous sommes sur le quai ensoleillé d'une gare où un train s'arrête. Séraphine en descend. Cheveux défaits, visage diaphane, à peine maquillé. Elle porte une robe légère, un sac Korans bandoulière, je vais y arriver. Après 2h40 de pression et de dépression amoureuse, d'idées claires et d'idées noires, de départ déchirant, de retour incertain, le bonheur de retrouvailles enfin définitive, longue, très longue embrassade. Transport de joie, cœur en ribote, musique indécente. Fin. Il faudra plusieurs minutes à Madame O, le temps de publicité, pour reposer les pieds sur terre et recouvrer ses esprits. Ah, que d'émotion! Quel film magnifique! Elle ne pouvait rêver meilleur dénouement, l'amour finissant par triompher. Quant aux publicités, parlons-en. Encore et toujours les mêmes. L'irrésistible DSK. Non mais sans déconner, ils ont fait exprès. L'irrésistible DSK. Non mais oh les gars! Le pétillant Coca Dolma, etc., etc., etc. Mais Madame O, perdue dans ses pensées, n'en a cure. À 23h59. Henri a le bon goût d'arriver après la fin du film, mais avant le 12e coup de minuit. Un volcan coule dans ses veines lorsqu'il rejoint, après presque 10 jours d'absence, Madame O, dans la chambre à coucher.
Cinéma ou pas, elle est déjà dans les bras de Morphée. Sur la table de chevet, un petit mot qui en dit long. J'ai une affreuse migraine, ne me réveille pas, s'il te plaît. À demain, ta Pénélope chérie. Henri, beau joueur, ne la réveillera pas. Mais il devra pour une fois prendre la réalité pour ses désirs. C'est pas plus mal, reconnaît-il dégrisé. Je suis fatigué et demain je dois me lever tôt. Madame O s'en délecte sous cap. Son stratagème, bien qu'éculé, usé jusqu'à la corde sensible de son mari, a encore parfaitement fonctionné. Elle va pouvoir dormir en paix. Ce nouvel épisode de la vie de Madame O est très différent des autres. Elle est seule, bien tranquille chez elle. Elle peut donc organiser sa soirée à sa guise, sans être le moins du monde dérangée. Elle ne s'en prive pas. Un repas sur le pouce un peu ordinaire, une petite douche, une grande soirée télévision. Madame O fait ce qui lui plaît, uniquement ce qui lui plaît. Personne n'est venu perturber sa quiétude, aucune requête ne lui a été directement adressée, si on veut bien oublier le mail de sa sœur. Aucune, en tout cas, ne lui a été adressée verbalement. On ne lui a pas demandé de veiller aux affaires d'un inconnu, de jeter un coup d'œil à un salon en promotion, ou encore de garder le tour de quelqu'un dans une file d'attente, encore moins de passer 2 heures par semaine pendant au moins 2 ans avec un jeune délinquant. On ne lui a pas davantage touché le bras, on ne lui a pas dit qu'elle était sensible à la douleur humaine. Ici, donc, pas d'amorçage, pas de pied dans la porte, pas de porte-nez, pas de toucher, pas d'étiquetage, etc. On peut chercher, mais on ne trouvera aucune des techniques de manipulation précédemment décrites dans cet ouvrage. Est-ce à dire pour autant que Madame O n'a pas été manipulée? Pas si sûr. Si elle l'a été, autant le savoir, car sa soirée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de millions de Dalmates, et même de Belges, de Suisses, d'Italiens, et même probablement de Français. Curieux, nous avons demandé à Madame O si elle s'était sentie soumise à des tentatives d'influence, surtout si elle s'était sentie manipulée dans sa façon de penser, ou d'agir ultérieurement. Elle nous a répondu non, non tout de go, avant de se reprendre et d'évoquer les publicités à la télévision, les spams sur sa messagerie. Mais elle a aussitôt ajouté que la publicité et les spams n'avaient sur elle strictement aucune influence, que c'était la seule chose après tout qui comptait. Les publicités, elle ne leur a même pas prêté attention. Elle vaquait dans l'appartement durant celle précédant le film, et elle baignait dans le bonheur de Séraphine durant celles qui ont suivi la générique de fin. Et les spams sont tous partis à la poubelle, seul le nom de l'émetteur ayant été lu. Décidément, Madame O a réponse à tout. Non, 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 durant cette soirée, elle n'a pas été manipulée. Elle en mettrait sa main dans le feu. Soit. Admettons. Pourtant, 3 épisodes ultérieurs de sa vie ont de quoi nous faire réfléchir. Nous les avons soigneusement sélectionnés dans ces journées des 5, 7 et 8 mai. On rappelle quand même à la base que cette soirée c'était un 3, je crois. Oui, c'est ça, c'est le 3. Donc en gros une semaine après. Hein. Mardi 5 mai, 16h30. Elle gagne sans plus tarder ses pénates après 2 heures de shopping dans la vieille ville, plus particulièrement dans les boutiques de la rive gauche, dans les quartiers chics de Dolmos. Un vrai plaisir. En début de semaine, peu de monde dans les magasins, des commerçants affables, antiquaires, lingerie fine, maroquinerie, bijouterie, etc. Mais Madame O s'est montrée raisonnable. Elle a résisté à de très nombreuses tentations, se limitant à l'achat d'une paire de chaussures demi-saison dont elle avait vraiment besoin. Elle regrette pourtant de ne pas avoir demandé le prix d'un sac à main qui a retenu son attention et pour lequel elle a eu un coup de cœur. Un sac de marque Corans. Tiens, c'est étonnant, c'est le même que celui de Séraphine. Jeudi 7 mai, 11h40. Une surprise. Contrairement à ses habitudes, Henri passe en coup de vent à l'appartement. Il a dû, à la dernière minute, bouleverser son agenda pour être en Pologne en fin d'après-midi. Les affaires sont les affaires. Par bonheur, Madame O est encore là, prête à sortir mais encore là. Il demande à son épouse de bien vouloir lui réserver une place dans le premier vol pour Varsovie, pendant qu'il prépare sa valise. Madame O appelle l'agence de voyage Lazuréenne Dolmat et obtient un billet électronique pour le vol A 9669. Départ, 14h35. Parfait. Henri pourra honorer son rendez-vous. Étonnant. Vendredi 8 mai, 15h20, Madame O et sa belle-sœur Edmonde s'installent à la terrasse de la brasserie Dragon, place de la cathédrale. Edmonde commande, conformément à ses habitudes, un thé à la menthe bouillant. Elle, contrairement aux siennes, un coca Dolma fait bien frais. Elle n'aura pas à attendre bien longtemps. Le chaud pour la blonde et le froid pour la brune, s'enhardit le garçon en apportant les boissons. Des gorges chaudes en gorges froides, leurs échanges prennent vite un tour complice. Après les dernières actualités familiales, les cancans, les petits potins. 1 heure plus tard, Madame O et Edmonde se disputent pour payer l'addition. Accepterais-tu de faire un petit détour par la rue du Panier? Je voudrais te montrer un petit sac qui m'a tapé dans l'œil, demande la première à la seconde, en laissant un généreux pourboire. La boutique n'est pas très loin. Une bonne demi-heure de marche quand même. C'est celui-là, le 3e à gauche de la vitrine, celui avec la boucle dorée en forme de cœur. Oui, comment le trouves-tu? Dis-moi. Long silence. Achète-le puisqu'il te plaît. Tu n'as pas l'air emballé, Edmonde.
Je vais réfléchir. Samedi peut-être. Bon, comme d'hab, il y a quand même des situations un petit peu très nulles, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon. Les influences inconscientes. Même si Madame O n'a absolument pas conscience d'avoir été influencée, elle l'a pourtant bel et bien été. Qu'elle s'en défende n'a rien d'étonnant. Les processus en œuvre échappent à notre clairvoyance, et étant donc les plus difficiles à déjouer. Ils sont d'ailleurs très différents de ceux étudiés jusqu'ici. Leur étude relève, comme disent les philosophes des sciences, d'un autre paradigme scientifique. Nous allons en effet nous intéresser dans ce dernier chapitre à un nouveau type d'influences qui peuvent à notre insu modeler notre façon de penser et orienter nos comportements, les influences dites inconscientes. Notamment, voir Chanouf en 2004. Il s'agit de ces influences qui peuvent subrepticement exercer certaines présentations d'informations, des personnages, de marques, de produits, présentations auxquelles nous ne prêtons pas attention, soit parce qu'elles sont à ce point usuelles qu'on ne les remarque plus, soit parce que notre esprit est occupé par autre chose, soit encore parce que nous ne les voyons même pas. Leurs études ne relèvent plus de la théorie de l'engagement, mais d'un tout autre cadre théorique. Donc là, concrètement, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de tout ce qui consiste à influencer le comportement, mais sans utiliser d'outils spécifiquement comme les méthodes qu'on a vues jusqu'à présent, qui consistaient à te faire faire une action pour du coup engager un processus et ainsi de suite. Là, on va être sur des informations qui sont là, qui sont présentes autour de vous, qui vont façonner ce que vous allez voir sans même que vous ayez conscience que ça façonne votre manière de percevoir les choses. C'est donc des influences qui vont exister comme le fait de présenter un produit, mais c'est pas le produit qui va être présenté, vraiment mis en avant en fait. On va vous mettre autre chose en avant, donc votre attention va être attirée par ça en particulier, mais dans le fond, on va vous faire voir un petit coca, on va vous faire voir un petit truc, on va vous faire voir un petit sac, on va vous faire voir ceci, cela, qui n'est pas du tout le centre de ce que vous regardez, du message. Mais néanmoins, c'est là. Et parce que vous allez notamment peut-être, potentiellement, je pense que c'est ce qu'ils vont expliquer, accorder en fait tout simplement une certaine valeur à ce que vous regardez. Je vais prendre un cas à la con, mais tout simplement le placement de produits. Si vous prenez des vidéastes, par exemple sur YouTube, qui font des chaînes qui parlent de différents sujets, par exemple scientifiques, vulgarisation scientifique ou autre, et qu'à côté de ça, il va vous présenter, regardez, tel produit il est vachement bien, ça me permet de me financer patati patata, admettons. Ça c'est plutôt clair, net et précis, qui vous fait un placement de produit. Il pouvait également faire un placement de produit un peu plus discret, même si c'est pas très bien vu et que c'est pas trop autorisé par la loi, en tout cas qu'il faut le préciser qu'il y a un placement de produit. Vous mettre dans le fond, ah tiens regardez il y a une jolie bouteille de coca, c'est ce qu'il va boire tout le long de la vidéo, mais sans vous dire buvez du coca. Le problème qu'il y a, c'est que vous allez accorder une certaine image à ce vidéaste, que vous regardez peut-être régulièrement. Et parce que vous accordez une certaine image, un certain crédit à cette personne, vous allez avoir un transfert de ce crédit sur les produits. Et ça va marcher dans les deux cas. Ça va marcher dans le cas où on va vous dire, tiens, regardez ce produit, je suis payé par ce produit pour faire la pub de ce produit, patati patata. Après, on passe sur ma vidéo, patati patata. Ça va rien changer. En fait, ça va vous marquer autant que si vous avez le produit qui est juste présenté dans le fond et que vous allez avoir le vidéaste qui, dans le cas d'un coca par exemple, irait boire du coca tout au long de la vidéo sans vous dire hey, j'ai fait de la pub pour eux, ils m'ont payé patati patata. Ça va marcher dans le même principe. En fait, vous allez avoir un transfert des éléments, on va dire, positifs que vous accordez au vidéaste qui va se transférer au produit qu'il va vous présenter. Vous allez valider le produit parce que vous validez le vidéaste. Et ça, c'est simplement des influences qui sont dites invisibles parce que vous n'avez pas d'engagement. On vous a pas dit faites telle action, faites tel acte, engagez-vous dans telle réflexion ou ainsi de suite pour vous engranger ensuite dans une suite d'engrenages qui va vous amener à faire tout un tas de comportements qui étaient prévus et attendus. Là, ça va pas être le cas. Là, on va pas venir vous dire faites ça, pensez ça, faites telle action, ainsi de suite. Non, juste on vous présente un produit et on vous le présente de manière un peu détournée, potentiellement. Pas que, encore une fois, mais potentiellement. Le placement de marque ou de produit, vous voyez comme quoi, quand je vous le disais qu'on allait probablement en parler, l'auteur aura peut-être repéré dans les adieux de Séraphine une des techniques d'influence auxquelles Madame O a été soumise. Cette technique visait à promouvoir les dalmatiennes blondes, d'une part, les sacs Coran, d'autre part. Elle ne date pas d'hier. On la trouve déjà dans certains films des Frères Lumière. Elle a un nom, on appelle ça là le placement de marque, le placement de produit. Elle consiste à placer la marque d'un produit ou un produit dont la marque est apparente ou évidente dans un contexte non publicitaire. Ce contexte peut être médiatique, culturel, ludique, etc. Un film donc, mais aussi un reportage, une émission de télévision, un roman, un jeu vidéo, une chanson, même un tableau. Regardez par exemple le bar aux Folies Bergères de Manet, peint en 82, c'est un modèle du genre.
Cette technique du placement, notamment dans les films ou dans les séries télévisuelles grand public, est aujourd'hui comme un nouvel Eldorado pour les agents de marketing. Ils sont prêts à investir des sommes colossales. Le U, en 2011, raconte comment, en 2005, en dépit des contreparties financières exorbitantes exigées par des producteurs, 4 possibilités de placement dans la série américaine Desperate Housewives furent sollicitées par 250 entreprises. Il faut dire alors que le placement de produits peut permettre à des annonceurs peu scrupuleux, aux abois, de contourner les réglementations en vigueur régissant la publicité, s'agissant par exemple de promouvoir ou d'entretenir la consommation d'alcool, de tabac. Tess Bond, de film en film, ne boit pas n'importe quel vodka. Sylvester Stallone, de film en film, ne fume pas n'importe quelle cigarette. Quant à Séraphine, on l'a vu fumer des dalmatiennes blondes à un moment crucial, car évidemment, on ne place pas n'importe quand et n'importe comment. Certaines présentations sont réputées avoir plus d'efficacité que d'autres. Il faut alors placer le produit ou la marque au bon moment, au bon endroit. Si possible, présenter le produit plusieurs fois, ou longtemps. Idéalement, faire prononcer le nom de la marque par un acteur. Dans Au plus près du paradis, Catherine Deneuve dit à son partenaire « Elle est superbe ta Jaeger Lecoultre dans Quartier VIP. » La buraliste qui demande à Johnny Hallyday « Gauloise blonde, comme d'hab », etc. Il est bien sûr préférable que le produit soit associé au héros. On tient pour acquis qu'un bon moment est celui où prédominent les affects positifs. Dans Les Adieux de Séraphine, l'héroïne fume à un moment déterminant, celui où tout bascule dans les sens, ardemment espéré par le spectateur. Le grand saut ne se fera pas au sens propre, mais au sens figuré. Crainte, puis soulagement. Séraphine s'est fièrement redressée. Le visage pas un instant voilé par des volutes bleutées. Quant au sac à main Korans, il apparaît au centre de l'écran durant près de 2 minutes. Pas à n'importe quel moment non plus. Celui au moment du dénouement, en pleine effusion de joie. Comme les chercheurs en marketing l'ont montré, ce placement débouche généralement sur une évaluation plus favorable de la marque et du produit. Mais il favorise aussi les intentions d'achat, voire les comportements d'achat effectifs. Oui, parce qu'il faut, là il le précise un petit peu, c'est vrai qu'il faut bien distinguer une chose quand on fait des recherches, notamment en sciences sociales, quand notamment on étudie les comportements, il faut distinguer le comportement effectif et les intentions de comportement. Parce que vous avez tout un tas d'études où on ne peut pas réaliser le comportement, pour des raisons notamment éthiques. Par contre, on va pouvoir mesurer les intentions de comportement. Là, par exemple, dans le cas de l'achat effectif et l'intention d'achat. Et ça, il faut bien le prendre en compte quand justement on va critiquer, essayer de critiquer certaines recherches. C'est que c'est pas forcément la même chose du tout, une intention de comportement et le comportement effectif. On l'avait testé plutôt dans le livre, il y a de ça quelques chapitres, ou notamment dans une expérience qui était sur le fait de réduire la consommation de cigarettes. Le comportement, l'intention de comportement était d'une certaine valeur, le comportement effectif était d'une autre valeur. En l'occurrence, il y avait beaucoup plus d'intention d'arrêter de fumer qu'il n'y avait d'acte réel d'arrêt de fumer. Et ça c'est logique. Enfin, c'est logique. C'est que vous pouvez avoir tout un monde dans les idées qui, malheureusement, ne va pas se confronter à la réalité pour diverses raisons, notamment de contexte social, de raisons, d'environnement, de plein d'éléments qui vont venir en fait empêcher votre intention ou modeler un autre comportement. Et comme vous le savez, une fois qu'on a un comportement différent, on axe nos pensées en fonction de nos comportements, on les adapte, et donc du coup on conforme nos idées ensuite à nos actes. Donc si tu as l'intention mais que tu n'as pas réalisé ton acte, ça va pas se pérenniser. Il y a de grandes chances que ça ne se pérennise pas. Évidemment, la stratégie n'est pas pleinement efficace à tous les coups. Madame O ne va pas se remettre à fumer demain. Elle ne fume plus déjà depuis 1 an. Mais il n'est pas exclu que le placement des dalmatiennes blondes lui rappelle le plaisir qu'elle prenait à fumer. Il n'est pas exclu surtout que ce placement entretienne et même renforce chez elle une attitude positive envers cette marque spécifique de cigarettes. Si Madame O n'est pas un bon terrain, on peut certainement trouver parmi les téléspectateurs des femmes, des hommes, mais aussi des adolescentes et des adolescents, qui eux sont bien plus influençables. Le placement du sac Korans a tenu pour sa part toutes ses promesses. Durant son shopping, le regard de Madame O est attiré par un sac Korans dans une vitrine. Elle y trouve un je ne sais quoi qui n'ont pas, par contre, les autres sacs. Quelques jours plus tard, malgré l'avis réservé de sa belle-sœur, elle frôle même l'intention d'achat. Samedi peut-être, confie-t-elle. Pourtant, Madame O, nous la connaissons bien, n'est pas d'un naturel dépensier. Nous ne saurons, hélas, jamais si elle aura fini ou pas par acheter le sac Korans. Nous le lui avons offert. Elle en avait tellement envie. Voilà. L'inconscient cognitif. Nous avons choisi de nous intéresser d'abord au cas du placement, car il va nous permettre de mieux comprendre les processus cognitifs par lesquels Madame O en arrive à penser ce qu'elle pense et à faire ce qu'elle fait,
les mardis, les jeudis, les vendredis de la semaine suivant son mémorable dimanche. Certaines pratiques de parrainage, sponsoring, de publicité auraient permis les mêmes analyses. Impossible de comprendre les effets du placement sans accepter une idée qui n'est pas des plus faciles à accepter. Nous pouvons être influencés par des stimuli, ici des produits, des marques, sans même qu'ils aient fait l'objet d'une attention particulière de notre part, et même, et c'est un comble, d'une perception consciente. À peine croyable, on observe les effets attendus du placement, même lorsque les personnes ne se souviennent pas avoir vu antérieurement le produit. D'ailleurs, rien ne nous dit que Madame O a remarqué que le sac Korans que Séraphine portait en bandoulière sur le quai ensoleillé de la gare. Voilà qui nous renvoie à un nouveau domaine d'étude passionnant. C'est celui de l'implicite. Perception implicite, mémoire implicite, connaissance implicite, qu'on nomme parfois l'inconscient cognitif. Comme le lecteur s'en rendra compte, cet inconscient n'a rien à voir avec l'inconscient freudien auquel notre culture l'a habitué. Il n'y a rien de profond, rien d'individuel. Il ne concerne que certains processus de connaissance ou de traitement des informations qui sont activés dans notre vie de tous les jours, qui opèrent chez tout le monde, qui peuvent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Époustouflante cette recherche de Courbet, Van Hoel, de Lavigne en 2008, qui montre que des effets avantageux pour des marques peuvent être observés même lorsque ces marques n'ont pas été clairement perçues, et a fortiori mémorisées. L'expérience porte prétendument sur l'enseignement à distance, les sujets devant se consacrer à la lecture d'un cours, peu importe la matière, sur lequel ils seront bientôt interrogés. Le site sur lequel ils travaillaient, un vrai site, financé par des annonces publicitaires. En même temps qu'ils lisent le cours, il y a des publicités inédites pour des marques qui n'existent pas, Caderna, Folab, etc., qui apparaissent tout en haut de l'écran d'ordinateur. Certaines apparaissent 5 fois, d'autres 15 fois. Il peut s'agir simplement du nom de la marque. Il peut... Peut-être seriez-vous tenté, s'il vous advenait de vous trouver dans un tel dispositif, de lever les yeux pour lire les publicités qui défilent. Vous seriez tenté, mais vous ne pourriez pas le faire. Un appareillage plutôt sophistiqué, un eye tracker, donc un tracker de regard tout simplement. C'est un outil qui vous permet en fait de modéliser où est-ce que vous regardez. On voit du coup où est-ce que la personne va regarder, tout simplement. Suit en permanence votre regard et fait disparaître les publicités avant que vous n'ayez pu les lire, si d'aventure vos yeux se dirigent vers elles. Ça c'est pas mal ça. Dans ces conditions, on peut être à peu près sûr que les sujets n'ont pas pu voir les publicités, qu'en vision strictement périphérique, et qu'ils n'ont donc pas pu les traiter, comme disent les psychologues, consciemment. La preuve, les sujets ne se souviennent absolument pas, après coup, des produits et des marques qui sont apparus en haut de leur écran. Si ces marques ou ces produits leur sont montrés, ils prétendent ne jamais les avoir vus. Et pourtant... ça avait été utilisé pour voir où posent nos yeux sur des œuvres d'art. On est tous des gros pervers. Bah oui. Et pourtant, des mesures effectuées quelques minutes après montrent que, comparativement à un groupe contrôle, c'est-à-dire à un groupe sans placement publicitaire, les sujets ont 1. Des attitudes plus favorables à l'égard des marques, 2. Décrivent plus positivement les marques, meilleure image de la marque, 3. Expriment davantage d'intentions d'achat. Et les résultats sont encore nets 8 jours après. Ainsi donc, un produit qui était inconsciemment perçu et donc inconsciemment traité n'en a pas moins pour conséquence d'orienter notre façon de penser, voire d'agir immédiatement, mais aussi une semaine plus tard. C'est-à-dire les conséquences que peuvent avoir les publicités qui apparaissent sur notre écran lorsque nous naviguons sur le net. Ces publicités auxquelles nous ne prêtons pourtant, le plus souvent, aucune attention. Comment rendre compte de telles conséquences ? Donc voilà, ça c'est pour tous les gens qui notamment viennent sur ma chaîne pour dire non mais moi la publicité j'y suis pas soumis, patati patata. Voilà, merde, quand je vous dis que scientifiquement c'est prouvé que si ça a un effet, les publicités vont vous influencer, c'est pas sans raison. Même dans un dispositif où les personnes ne peuvent pas voir sciemment, consciemment la publicité, donc il n'y a aucun traitement, ils n'ont même pas en mémoire le fait d'avoir vu cette putain de publicité, ça a un effet. Alors quand vous avez des pubs qui vous engueulent à la gueule toute la journée par la télé, par la radio, par internet et ainsi de suite, que vous voyez tout le temps des petits trucs qui flashent devant vous, que vous l'avez traité, que vous l'avez enregistré, que vous savez que c'est telle marque et tout, vous pouvez vous dire ah ça m'agace ou quoi, mais en vrai ça marche quand même, il y a un effet, il y a un putain d'effet, tout simplement. Comme tout être humain, vous avez des mécanismes de fonctionnement, et c'est pas pour rien que la publicité se base sur ça notamment, c'est parce que ces effets sont quantifiés, ces effets sont notés, ces effets sont vérifiés et sont présents, existent. Et c'est pour ça que la publicité utilise ça, c'est pas sans raison. Mais du coup c'est quand même rigolo, n'est-ce pas ? Je peux pas être influencé, j'ai adblock, sinon je me ferais bien un fast-food moi.
Mais en vrai, la publicité n'est pas que sur internet, hein, mais je réagis à ton troll, hein, mais néanmoins, voilà. En ce moment, j'ai envie de tuer Vinted et cette blondasse à la con avec ses patins à roulettes de merde. Pourquoi? C'est une référence à une pub, mais du coup, je sais pas de quoi tu parles. C'est une publicité que j'ai pas dû voir, ça. Ou en tout cas, pas consciemment. Parce que je vois pas de quoi tu parles. Enfin, je vois ce que c'est que Vinted. Je sais que ça existe, Vinted. Je l'ai jamais utilisé comme site. Mais oui, elle est pas partout. Elle est surtout sur YouTube. Bah, en ce moment, j'avoue que je regarde pas trop YouTube. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. J'ai plus trop d'activités sur YouTube en ce moment. Je publie mes vidéos, mais c'est vrai que je passe pas beaucoup de temps sur YouTube ces temps-ci. Et probablement que c'est pour ça que j'ai totalement skippé cette pub, parce que j'avoue qu'elle me dit rien. Elle me dit rien du tout. Au moins, j'ai plus les tests de grossesse. Ah, quelle joie. Quelle joie. Bon, je reprends. Les tests de grossesse, va savoir pourquoi, mais ça m'a jamais trop incité à l'achat. Étonnamment, c'est bizarre. Le conditionnement évaluatif. On peut d'abord penser que le contexte de positivité effective dans lequel apparaît la marque ou le produit va en quelque sorte déteindre, sans que nous en ayons conscience, sur la valeur que nous attribuons à la valeur de cette marque ou de ce produit. Il y aurait en somme un transfert de la positivité du contexte, scène, situation, visage, etc., sur la marque, sur le produit qui s'y trouve, apparemment par hasard. Une très belle expérience réalisée par Gorn en 82 est à cet égard assez lumineuse. Dans un premier temps de la recherche, on s'assura que 2 stylos de couleur pastel, l'un bleu clair, l'autre beige, avaient à peu près le même attrait. C'est bien le cas puisqu'une personne sur deux affirme préférer le stylo bleu clair, et qu'une personne sur deux affirme donc préférer le stylo beige. Durant l'expérience à proprement parler, tous les sujets étaient confrontés à ce qu'ils pensaient être une publicité. Ainsi, était-il amené à regarder une diapositive sur laquelle figurait un stylo. Il était bleu clair pour certains sujets, et beige pour d'autres. Pendant toute la durée de la projection de la diapositive, une petite minute, une musique était diffusée, agréable pour certains, mais désagréable pour d'autres. L'expérience comportait donc 4 conditions. Stylo bleu clair, musique agréable, stylo bleu clair, musique désagréable, stylo beige, musique agréable, stylo beige, musique désagréable. À la fin de l'expérience, chaque sujet se voyait offrir un stylo pour sa participation. Il avait le choix entre 2 couleurs, bleu clair et beige. Et donc, entre un stylo de la même couleur que celui qu'il avait vu sur la diapositive et un stylo de couleur différente. Comme attendu, les sujets choisirent massivement les couleurs associées aux musiques plaisantes. 79% de ceux qui avaient été exposés à une musique plaisante choisirent le stylo de la même couleur que sur la diapositive. Comme attendu également, ils délaissèrent tout aussi massivement les couleurs associées aux musiques déplaisantes. 30% seulement des sujets exposés à une musique désagréable choisirent un stylo de la même couleur que sur la diapositive qu'ils avaient visionnée. Mais l'intérêt de cette recherche ne s'arrête pas là. Gorn demanda à ses sujets de préciser la raison de leur choix. 91 évoquèrent sans sourciller la couleur, justifiant leur choix par des phrases comme « Mais j'ai toujours aimé le bleu clair » ou encore « Mais le beige est une couleur élégante ». Ils ne mentionnent ni la musique, ils ne mentionnaient pas la musique à laquelle ils avaient été exposés. Étonnamment. Cette expérience montre donc à nouveau que nous pouvons être influencés dans nos choix, sans avoir conscience de l'avoir été. Nous trouvons plus volonté en nous-mêmes les bonnes raisons d'agir comme nous l'avons fait, et elle montre ainsi que nos choix effectués, nous les rationalisations en modifiant après coup nos pensées, afin qu'elles s'accordent avec les décisions qui ont été les nôtres, sur les bases qui nous ont échappé. Désolé, j'ai un peu du mal à lire. Je commence à fatiguer, en même temps ça fait 7 heures de live, hein, on commence à être pas mal. Hein. Mais on est page 71, il nous reste 20 pages et on a fini. La conclusion que l'on peut tirer de cette recherche vaut de l'or pour un publiciste. L'exposition à un objet augmente son attrait lorsque le contexte de cette exposition est agréable, le diminue lorsqu'il ne l'est pas. De tels transferts de la valeur du contexte sur un élément qui lui est associé sont bien connus des chercheurs qui étudient depuis le milieu du XXe siècle le conditionnement évaluatif. Mais rendons à César ce qui appartient à César et évoquons les expériences originales des psychologues Arthur Staat et Caroline Staat. Dans ces expériences, voire les livres de Staat de 64, les sujets devaient concentrer leur attention sur des mots cibles, par exemple des prénoms, des noms de pays, des mots sans signification. Ils étaient toutefois gênés dans leur tâche par d'autres mots, des mots parasites, qu'ils pouvaient lire ou entendre. Ces mots parasites avaient une connotation négative, chômage, hôpital, accident, etc. Ou positive, amour, liberté, noces, etc. Ou neutre, chaise, rouleau, lavabo,
etc. Dans l'une d'entre elles, par exemple, les sujets visionnaient des diapositives sur lesquelles figurait un prénom, Tom, Jim, Harry. Ce prénom, le mot cible, apparaissait sur un fond de mots entrelacés, mot parasite. Les sujets avaient pour consigne de se concentrer sur le prénom et de faire abstraction des mots entrelacés. Dans un premier groupe de sujets, certains prénoms étaient associés à des mots entrelacés ayant une connotation plutôt positive. Dans un deuxième groupe, les mêmes prénoms étaient associés à des mots entrelacés ayant une connotation négative. Dans un troisième groupe, enfin, ils étaient associés à des mots entrelacés neutres. Tous les sujets devaient ensuite dire s'ils aimaient ou pas ces prénoms. Les chercheurs contestèrent. Je vais y arriver. Les chercheurs. Ah, les chercheurs. C'est mignon, les chercheurs. Les chercheurs, c'est grave mignon, ça peut être une espèce de toutou. On peut imaginer des petits toutous trop mignons. Les chercheurs, donc, constatèrent que la positivité ou la négativité des mots parasites qu'ils avaient été associés au prénom avait tout bonnement déteint sur eux. Ainsi, comparativement au sujet de la condition contrôle, les mots neutres, les sujets aimaient davantage les prénoms lorsque la connotation des mots entrelacés était positive, les prénoms perdant leur attrait lorsque cette connotation était négative. Pourtant, aucun sujet n'eut le sentiment que son appréciation, j'aime versus je n'aime pas, tel ou tel prénom, avait été influencée par la présence des mots entrelacés, mots dont il ne se souvenait du reste absolument plus. Mais il y a encore davantage. Dans une autre expérience, les sujets étaient mis ultérieurement en présence d'une personne ayant l'un des prénoms cibles, de quelqu'un se prénommant par exemple Tom, Jim. Leurs comportements à son endroit furent plus cordiaux lorsqu'ils avaient trouvé, après conditionnement, le prénom agréable, mais moins cordiaux lorsqu'ils avaient trouvé au contraire le prénom désagréable. De quoi rester songeur quand on sait que l'appréciation, positive ou négative, du prénom est directement en fonction de la connotation des mots parasites, et donc d'un pur arbitraire expérimental. C'est dire l'impact que l'on peut avoir à notre insu, un conditionnement évaluatif, disons, bien étudié, sur notre façon de penser, de ressentir, d'agir. On comprend alors que ce type de conditionnement soit devenu l'un des chouchous des publicistes, des agents de marketing, voire Blanc et Vidal en 2009, ou Corneille en 2010. Bois un coup, tu dois avoir la bouche sèche. Oui et non en fait, j'ai pas du tout la bouche sèche, au contraire j'ai plein de bave parce que quand tu parles tu salives. Mais merci. C'est mieux. Ah, j'ai un cheveu, j'ai avalé un cheveu, quelle horreur. Enfin j'ai pas avalé du coup, mais il m'a gratté la gorge. Je reprends, merci beaucoup pour la boisson. Depuis les années 60, les recherches sur le conditionnement évaluatif se sont multipliées. Hoffman, De Hoover, Perugini, Bayens, Combes en 2010. Oui, mais coloré, effectivement, il était bleu. Quand tu entends Vidal pour la première fois dans un contexte positif. Oui. C'est rare, hein. C'est rare, hein. Alors Vidal, moi je le connais en psychologie du développement, notamment. Parce qu'il y a un Vidal qui s'est vachement positionné sur tout ce qui est développement de l'enfant. Tu as un Vidal qui a travaillé également sur les types de conditionnement. Tu as également les livres Vidal qui fait des gros manuels. Mais en vrai, il y a plein de Vidal, mais c'est vrai que du coup, on a tendance maintenant, récemment, en tout cas dans la recherche, à penser à une personne en particulier quand on dit Vidal et c'est pas très positif. C'est pas très positif. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que ce phénomène est particulièrement robuste. Martin et Léveil en 78, Peters en 99, Gast Gawronski et De Boer en 2012. Il a été mis en évidence dans le contexte les plus divers, les stimuli pouvant être des mots, des musiques, des odeurs, des visages, etc. Quant aux objets sur lesquels les chercheurs ont fait porter le conditionnement, ils sont eux aussi fort divers. Des prénoms, nous venons de le voir, mais aussi des mots, des formes, des visages, des aliments, etc. Il y a eu un Darmanin en chimie, c'est fou comme le conditionnement ça joue. Oui. Résumons donc ce que nous savons. 1. Le conditionnement évaluatif se traduit par un transfert de la valeur d'un contexte sur un objet qui lui est arbitrairement associé. 2. Le conditionnement évaluatif se réalise sans que nous ayons conscience de l'association contexte-objet, la plupart du temps sans que nous ayons même souvenir du contexte associé à l'objet. La clairvoyance de l'association peut même réduire les effets observés. 3. La valeur acquise par le conditionnement évaluatif se maintient dans le temps, pas d'extinction du phénomène à l'arrêt de l'association contexte-objet, contrairement à ce qu'il en est dans un conditionnement pavlovien classique.
4. Les effets de conditionnement évaluatif sont maximaux lorsque l'objet sur lequel ils portent est nouveau, et donc lorsque le sujet n'a pas encore d'idée préconçue le concernant. Revenons un moment au placement de produits dans le film du dimanche soir de Madame Mo, dont elle s'est tant délectée. Il y a bien une association entre un contexte, en l'occurrence heureux, et un objet, par exemple le sac Korans. Pourtant, on appelait exclusivement au phénomène de conditionnement évaluatif pour rendre compte de la réaction ultérieure de Madame Mo, n'est pas tout à fait entièrement satisfaisant. Un conditionnement, même évaluatif, implique plusieurs associations entre un contexte qui porte sur une valeur et l'élément qui doit, par conditionnement, acquérir cette valeur. Aussi, aller plus loin dans notre compréhension du coup de cœur de Madame Mo pour le sac Korans nécessite d'en appeler à un autre phénomène. Ce phénomène, les chercheurs l'ont nommé simple exposition. Leurs travaux montrent qu'effectivement, lorsque l'exposition à un produit est suffisamment longue, et celle du sac Korans l'était, une seule présentation peut être suffisante pour déboucher sur les effets escomptés par les publicistes. Russell, en 2002. Évidemment, s'il est répété, c'est encore mieux. La simple exposition. Selon Robert Sajonc, un des grands théoriciens de la psychologie sociale, la simple exposition à un stimulus modifie notre appréciation à son égard. Dans une de ses expériences historiques, Sajonc, en 68, les sujets devaient lire des mots sans aucune signification entre eux. Par exemple, le mot dilikili. Dilikili, voilà. Qu'ils pensaient être d'origine turque. Ce mot pouvait n'apparaître qu'une seule fois, mais il pouvait aussi apparaître plusieurs fois. 2, 5, 10 fois, même 25 fois selon les conditions. Dans un groupe contrôle, les sujets n'avaient pas à lire ces mots. Tous les sujets devaient ensuite se prononcer sur leur signification. Les mots désignaient-ils, selon eux, quelque chose de bien, ou au contraire quelque chose de mal? Sajonc constata que les mots présentés le plus grand nombre de fois avaient acquis une connotation plus positive que les autres, a fortiori que ceux n'ayant pas fait l'objet de présentation. Inutile de dire que ces résultats ont été reproduits par la suite avec des stimulus plus divers. Se pourrait-il alors que le simple fait d'avoir été en contact avec une marque ou un produit affecte par un traitement inconscient les idées, voire les comportements que nous pouvons avoir vis-à-vis de cette marque, de ce produit? La plupart des théoriciens auraient tendance à répondre positivement à cette question. Rindfleisch et Hinman en 98, même si certains sont plus réservés. Souvenons-nous que les effets sont les plus forts lorsque le produit est nouveau. C'est le cas du sac Korans, un nouveau modèle qui est de la collection printemps-été. Souvenons-nous aussi qu'en dépit de l'importance accordée par la plupart des publicistes à la mémorisation de leurs messages, la mémorisation explicite est loin d'être indispensable. De beaux effets publicitaires ayant pu être observés plusieurs jours et même plusieurs mois plus tard, chez des personnes qui étaient persuadées de n'avoir jamais vu ou entendu ces messages. C'est pour cette raison que les chercheurs insistent à juste titre sur l'importance de la familiarité en tant que telle. Ce concept de familiarité a deux conceptions différentes, a deux acceptations différentes. Il peut d'abord renvoyer au nombre de fois qu'un objet est présenté. La familiarité est alors produite par la fréquence. La familiarité étant bien sûr d'autant plus grande que la fréquence des présentations est élevée. Et cet effet est encore plus fort lorsque les présentations de l'objet sont subliminales, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont pas suffisamment longues pour que l'objet soit perçu, traité au niveau conscient. Bornstein en 89. Mais l'idée de familiarité peut aussi tout simplement renvoyer à un sentiment de déjà-vu, à un sentiment, même vague, que l'on connaît l'objet qui se trouve inopinément devant nous. Ce sentiment peut nous conduire à attribuer à l'objet lui-même la positivité qui n'est en fait due qu'à cette vague reconnaissance. Courbet en 2006. Il peut évidemment être en rapport avec le nombre de présentations antérieures, mais pas nécessairement. Une ou deux présentations, même si on les a oubliées, peuvent se révéler suffisantes pour laisser dans notre mémoire, plus exactement dans notre mémoire implicite, une trace qui orientera nos réactions lors de nos confrontations ultérieures au même objet. Le sac Korans dans les adieux de Séraphine n'a pas été présenté 10 fois, mais il l'a été pendant longtemps, plusieurs minutes, si on tient compte du générique de fin sur l'image arrêtée. L'héroïne ne l'a porté en tout et pour tout qu'une seule fois. Il aura pourtant laissé une trace dans la mémoire de Madame O. Trace qui sera réactivée malgré elle lorsqu'elle verra, lors de son shopping du mardi après-midi, le même sac en devanture d'une boutique de maroquinerie. Tout se passe alors comme si le sac Korans qui lui plaît tant bénéficiait de l'impression positive produite par l'activation de sa trace amnésique, laissée par la dernière scène du film de dimanche soir. Donc là c'est vachement intéressant de dire que justement, il n'y a pas qu'une question de transfert. Vous avez effectivement une possibilité de transfert positif parce que vous avez vu tel produit dans tel contexte qui était positif, vous avez transféré le caractère positif sur l'objet alors que foncièrement il y est peut-être probablement même pour rien du tout. Mais au-delà de ça, vous avez un effet qui est tout simplement le fait d'avoir été présenté au produit. Plus vous connaissez un produit parce que vous l'avez vu,
plus vous allez lui associer une image positive, simplement parce qu'il vous est familier. Et ça, évidemment, ça peut interagir entre eux. Et donc ça peut d'autant plus renforcer les effets. Comme on vous le dit depuis le début du livre, de toute manière, les techniques de manipulation, que ce soit avec des actions comme l'amorçage et ainsi de suite, ou de processus, on va dire, inconscients, de manipulation inconsciente, vous revenez exactement sur le même principe, c'est que ça interagit très bien entre eux pour certains. Il faut voir évidemment les conditions, tout n'interagit pas forcément très bien entre eux, mais vous avez des mécanismes où justement, s'ils sont contigus les uns avec les autres, ils peuvent totalement renforcer ces effets-là, notamment là, dans le cadre du marketing, pour vous pousser à acheter un sac, on peut jouer sur les deux. En somme, et de façon plus générale, nous attribuons les sentiments positifs que nous éprouvons en voyant un produit ou une marque à ce produit ou à cette marque, sans avoir conscience du caractère qui est déterminant des contacts antérieurs que nous avons pu avoir avec ce produit ou avec cette marque. La plupart du temps sans même que nous nous souvenions de ces contacts. On peut donc comprendre que les publicistes tablent si volontiers sur le phénomène de simple exposition. À force de voir un objet, on finit par le trouver plus beau, plus utile, plus désirable. Et c'est là où vous tombez sur des publicités qui vont vous marteler un produit, parce que le simple fait de vous le montrer fait que normalement, si on suit cette logique, vous êtes censé avoir des effets positifs. Bon, là évidemment, c'est sans prendre en compte l'effet de barrage qui va se déclencher, parce que vous allez tellement être soumis à ce produit que vous allez péter un câble sur le produit et que vous allez faire sciemment l'effort de ne pas acheter ce produit parce qu'il vous a saoulé. Ça existe, c'est un effet qui a été montré aussi, c'est quand tu pousses trop à la simple exposition, tu vas juste faire péter un câble les gens dessus. Tu es capable de malheureusement pousser à faire péter un câble sur le produit. Et ça c'est con. Ça c'est con. Ces effets de familiarité révèlent de notre inconscient cognitif. L'expérience emblématique de William Kunst Wilson et de Robert Sajonc en 80 nous a fourni une démonstration qui demeure aujourd'hui encore une référence. La voici. Les objets sur lesquels les sujets devront ultérieurement se prononcer sont des polygones, qui sont au nombre de 10. Ces 10 polygones apparaîtront 5 fois sur des diapositives pendant un très court temps. Trop court pour qu'ils puissent être vus, et donc a fortiori, traités consciemment. Il s'agit donc, à proprement parler, de présentations subliminales. Après les 5 présentations, on met sous les yeux des sujets des paires de polygones. Elles comprennent toutes un ancien polygone, donc qui figurait sur la diapositive, et un nouveau qui n'y figure pas. Pour chaque paire, les sujets doivent premièrement dire s'ils reconnaissent un des deux polygones, deuxièmement donner leur préférence. Comme on pouvait s'y attendre, les présentations étaient en subliminal, le nombre d'anciens polygones reconnus correspond au nombre que l'on obtient par tirage au sort, 1 sur 2. En revanche, le nombre d'anciens polygones préférés est très supérieur à 1 sur 2. Le résultat ne pouvant plus, cette fois, s'expliquer par le hasard, mais par un favoritisme pour les polygones qui figuraient antérieurement sur les diapositives. Pourtant, les sujets n'ont pas pu les voir, ils n'ont pas eu le temps. Si les sujets ont néanmoins tendance à les préférer, c'est bien, il faut l'admettre, parce qu'ils ne sont pas à nouveau pour eux. Parce qu'ils ne sont pas nouveaux pour eux, leur système cognitif en portant la trace. Pardon, j'ai eu du mal à lire. Vous voyez, voilà, le mercurochrome, typiquement, a pas forcément très bien compris le principe. Ils ont trop exploité le truc et ça peut avoir un effet totalement inverse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont totalement revu globalement leur publicité maintenant, pour un peu moins matraquer et plus se jouer sur le côté, regardez, on a un produit classique, on a un produit vieux, on a un produit qui donc a montré qu'on était efficace sur le long terme, puisqu'on est toujours là aujourd'hui, et ainsi de suite. Tu vois qu'en fait ils ont dû jouer et changer l'image de marque parce que justement ils avaient tellement fait un matraquage au bout d'un moment qu'on a pété un câble dessus, on pétait un câble de ouf dessus, et normal quoi. Là c'est intéressant, donc du coup ils mettent bien en avant le fait que, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je vais le répéter, notamment dans le cas de la publicité, ça marche parce que vous n'avez pas besoin de la voir ou de l'entendre consciemment. On s'en fout. Même dans le cas où le message vous est présenté trop rapidement pour que vous ayez les moyens, même si vous aviez la volonté de voir l'information, votre inconscient l'a vu. Votre inconscient l'a marqué. Votre inconscient l'a, dans le fond, enregistré. Même si vous êtes totalement incapable, consciemment, d'en avoir conscience déjà, et de pouvoir dire du coup je l'ai vu, j'ai vu ce produit, je sais que je l'ai déjà vu ou quoi, on s'en fout, il suffit que ça soit dans votre champ de perception et c'est marqué, ça suffit, c'est amplement suffisant. Et c'est pour ça que la publicité est aussi insidieuse, parce qu'on vous fait croire, et vous avez beaucoup de gens, notamment à la télé, ou même dans les vulgarisateurs ou des trucs sur YouTube qui vont vous dire non mais la pub ça marche que si tu veux te laisser avoir, mais si tu le sais c'est bon, ça marche pas. C'est faux, bien sûr que si que ça marche. Bien sûr que c'est que ça marche. Parce qu'il suffit qu'on vous soit exposé suffisamment de fois à ce produit-là pour que vous ayez une image plus positive sur ce produit-là.
tout simplement. Alors qu'il n'y a pas forcément de raison du tout objective de lui accorder plus de crédit qu'à un autre produit équivalent. Mais on vous l'a présenté plusieurs fois, donc vous êtes habitué, donc vous lui mettez une image positive. Tout simplement. Comment alors ne pas penser aux messages subliminaux et à leurs possibles effets délétères? Leur utilisation est certes interdite, notamment en matière publicitaire, dans de nombreux pays, en France depuis 92, aux États-Unis depuis 58. Oh, on est tellement à la bourre en France. Oh mon dieu. Les États-Unis ont arrêté l'utilisation des publicités subliminales depuis 58. Et nous, on a dit non, 92, tranquille. Ça va. Super, ça passe. Oh mon dieu, tellement la bourre. Qu'en est-il des messages publicitaires lumineux, ne faisant l'objet d'aucune attention de la part des cibles, qui de ce fait ne peuvent pas être traités consciemment, et même mémorisés? Prenons par exemple ces publicités que l'on trouve fréquemment sur les maillots des joueurs de football. Elles sont exposées durant 90 minutes, sont donc très loin d'être subliminales au sens strict, au sens temporel du terme. On peut donc douter qu'elles fassent l'objet de l'attention des spectateurs, des téléspectateurs, attention qui est pourtant nécessaire à leur traitement, à leur mémorisation consciente. Sont-elles même remarquées? Idem pour ce qui est des publicités sur internet qui ne sont perceptibles qu'en vision périphérique, ou qu'on chasse de l'écran dès qu'elles apparaissent. Idem encore pour ce qui est de certaines formes de sponsoring, de parrainage que l'on ne voit plus à force d'y être habitué. Et pourtant, qu'on se le dise, le liminal auquel on ne porte aucune attention peut avoir les mêmes effets que le subliminal. Et cet effet nous échappe tout autant. C'est d'ailleurs à ce propos que de telles publicités, qu'un projet de loi a été récemment débattu à l'Assemblée nationale d'Olmat. Les échanges ont été vifs, passionnés. Certains députés allant jusqu'à considérer qu'un nouveau droit de l'homme devait figurer dans la constitution d'Olmat, celui d'avoir le droit de choisir la publicité que l'on regarde. Pour eux, on devrait pouvoir, par exemple, suivre un match de football, naviguer sur la toile, sans être à chaque instant inondé de publicité. Ils avancent qu'il devrait en être comme pour le temps publicitaire formalisé à la télévision, qui ont un début et une fin clairement identifiables. Rien n'empêche alors un téléspectateur ne souhaitant pas voir les réclames de changer de chaîne pendant quelques minutes. Ce n'est pas le cas lorsqu'on assiste à un match de football, lorsqu'on utilise internet. Qu'on le veuille ou pas, les publicités sont présentes, et sauf à se priver du match ou d'internet, on est bien obligé de les subir. Pour le mouvement pour une démocratie solidaire, il s'agit là d'une liberté, d'une atteinte à la liberté humaine inacceptable, incompatible en tout cas avec les valeurs d'Olmat. Pour d'autres députés, et en particulier pour les membres du Parti républicain libéral, et pour les autres membres du mouvement d'union libérale de Dolmatie, la question doit être posée différemment. S'ils affirment aussi leur attachement indéfectible à la liberté, ils en appellent aussi pour leur part à l'intérêt économique du pays, et considèrent qu'en période de crise, il faut savoir se montrer responsable. Toute évocation à un contexte français il y a à peu près une dizaine d'années est totalement fortuite, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Laissons les députés d'Olmat débattre entre eux. Et retrouvons Madame O. On se souvient qu'un certain jeudi de mai, lorsque Henri a prié sa femme de lui réserver en catastrophe une place dans le premier vol pour Varsovie, elle a immédiatement recherché le numéro de téléphone de l'azuréenne d'Olmat sur internet, et elle a acheté un billet électronique dans cette agence. Or, si on se réfère au comparateur de prix récemment publié dans le magazine 25 millions de consommateurs, les frais de commission de l'azuréenne d'Olmat sont parmi les plus élevés des 10 agences de voyage composant le panel. Si elle a, malgré tout, acheté le billet dans cette agence, et pas dans une autre, c'est donc pas parce que Madame O disposait d'une raison précise de le faire, mais simplement parce que l'azuréenne d'Olmat figurait en bonne place dans son inconscient cognitif. Maintenant, voyons pourquoi. Les spams du dimanche soir n'y sont pas pour rien, même si Madame O les a mis directement à la poubelle, et celui relatif à l'azuréenne d'Olmat comme les autres. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle mettait un spam de cette agence de voyage à la poubelle. Nous avons comptabilisé pas moins de 4 durant les 15 derniers jours, même si Madame O, elle, n'en a pas souvenance. Elle ne se souvient pas non plus que l'azuréenne d'Olmat figurait au nombre des publicités qui étaient inscrites sur les maillots de joueurs de football, au garde à vous, pendant l'hymne national d'Olmat, ce dimanche soir. C'était juste après la météo et les publicités. Confortablement installée dans son canapé, elle zappait de chaîne en chaîne, tout en regardant d'un œil le programme de la soirée sur TV5 Jours. Elle se souvient, seulement, avoir entendu la fin de l'hymne national pour changer de canal. Ainsi donc, par simple exposition, l'azuréenne d'Olmat a progressivement inscrit sa trace dans l'inconscient cognitif de Madame O. Il faut bien admettre qu'au moment de l'hymne national, la simple exposition s'est doublée d'un conditionnement évaluatif. Et quel conditionnement évaluatif pour qui a, comme elle, la fibre patriotique. En effet, il y a de fortes chances que l'hymne national d'Olmat, associé au logo de l'azuréenne d'Olmat, conduise au même résultat que des musiques agréables associées au stylo, dans l'expérience de Gorn de 82.
Et ce résultat, nous le connaissons. Le transfert de la valeur du contexte, ici le contexte étant l'hymne national d'Olmat, sur l'objet qui est associé, ici l'agence lazuréenne d'Olmat. Évidemment, nous ne prétendons pas que tous les effets attendus, perception de marque, comportement d'achat notamment, et de pratiques de placement, de sponsoring, de façon plus générale de publicité, sur les clients potentiels sont les seuls faits des processus inconscients que nous venons d'évoquer. Les publicitaires, les professionnels du marketing en appellent d'ailleurs plus volontiers à des processus psychologiques de plus haut niveau impliquant la cognition, les représentations, l'imaginaire. Et ils peuvent avoir quelquefois raison. Après tout, il peut certainement se trouver des personnes pour apprécier une lessive, et pour l'acheter uniquement parce qu'ils ont été convaincus par l'argumentation scientifique du chercheur en blouse blanche qui a fait des tests en laboratoire. N'est-ce pas ? Démontrant ses qualités, ou parce qu'elles ont été séduites par la beauté des cheveux ou de la peau du mannequin, prouvant l'efficacité du cosmétique, faisant l'objet de la publicité. Soit. Nous avons simplement souhaité montrer que des processus inconscients, simple exposition, conditionnement évaluatif notamment, interviennent aussi, et peuvent même avoir, de notre point de vue, un rôle peut-être plus décisif. Ils aiment bien être un peu caustiques quand même. Un jour, il faudra vraiment faire des lois plus intenses sur les retouches de photos. Pas que, mais oui, pas que. Pas que. Des vessies pour des lanternes. Il est temps à présent de retourner à la terrasse de la brasserie Dragon et de nous intéresser à la dernière question laissée en suspens. Pourquoi est-ce que Madame O a-t-elle commandé un Coca Dolma ? Il suffit de revenir à ce fameux dimanche soir pour trouver de bonnes raisons. Il y en a certainement d'autres, susceptibles d'expliquer cette commande. La première n'aura échappé à personne. Le spot publicitaire pour ce soda diffusé avant et après le film. C'est même l'objectif premier de la publicité que de susciter et d'entretenir des comportements de consommation. On se doute que Madame O n'a pas découvert le Coca Dolma ce soir-là. Elle connaît le produit depuis sa plus tendre enfance et il lui est déjà arrivé d'en boire. De son aveu même, elle est régulièrement confrontée à la télévision, ailleurs, à des publicités, pour cette boisson gazeuse, plus esthétique, plus suggestive les unes que les autres. D'ailleurs, et là est la seconde raison, en feuilletant TV 5 jours pour trouver les résumés du film de dimanche soir, Madame O est tombée sur plusieurs publicités pleine page. L'une d'entre elles concernait le Coca Dolma, une immense bouteille décapsulée, éclatante de lumière, laissant couler ses bulles mordorées sur un bon tiers du goulot. En lettres d'or, de tailles différentes et qui semblaient danser la farandole après une nuit d'ivresse, l'inscription « Pétiller d'envie ». Tout un programme. Mais Madame O aura à peine entrevu cette page en la tournant. Quand, pour se justifier, elle nous a dit qu'elle aimait bien les boissons faites à partir de la feuille de coca, nous n'avons pas pu nous empêcher de penser à une recherche de McClure, Lee Tomlin, Sippert, Montag et Montag en 2004. Mais lorsqu'elle a cru bon d'ajouter « Et entre le Coca Dolma et le Pepsi Dolma, il n'y a pas photo, ne cherchez donc pas plus loin la raison de ma commande », nous n'avons pas résisté à l'envie de la lui raconter. Du coup, on est d'accord que les publicités utilisent pas les techniques de manipulation, juste la représentation de qualité, n'est-ce pas ? Vous imaginez des sessions de pub où tu vois juste le nom du produit et ses qualités sans musique ? Ça serait tellement calme. Mais non. Si seulement, mais non. Mais encore une fois, le truc qui est intéressant avec la publicité, c'est que ce sont des gens, ce sont des milieux qui investissent énormément dans les recherches en sciences sociales sur notamment la technique de manipulation, de pousser à l'achat et ainsi de suite. Et si tu les attaques sur ça, sur le fait qu'il c'est de la manipulation et que normalement c'est pas autorisé, en tout cas dans un certain nombre de pays ce n'est pas autorisé de manipuler son prochain, c'est interdit par la loi, ils vont te mettre en avant le fait que, mais non, c'est pas de la manipulation, écoutez, on ne fait que présenter des avantages, on crée un imaginaire, mais les gens ils sont libres, hein. Les gens ils ont le droit de dire non, hein. Les gens ils ont le droit de dire qu'ils aiment pas le produit, on les force pas, hein. Donc c'est pas de la manipulation, hein. Vous voyez ce côté très 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 hypocrite. Ça évitera l'éternelle nana à poil et parfaitement proportionnée au teint sublime et chevelure soyeuse pour du yaourt, par exemple. Mais le pire, effectivement, comme le dit Hardin, c'est que la nana, ça marche même pas, putain. Il y a une recherche qui a été faite, et je présume que ce n'est que la première que d'autres vont tomber, qui a montré, pour le coup, que si vous mettez des nanas à poil, si vous faites des putains de pubs sexistes pour des produits, et ils ont testé ça sur des trucs de yaourt, allant à des vêtements, allant à des produits de consommation comme rasoir et compagnie. Bref, le seul effet qui est produit, c'est que vous poussez à diminuer les intentions d'achat. C'est tout. C'est tout. Le seul point positif de faire une pub sexiste,
C'est uniquement si votre public est un public qui a un taux de masculinité toxique, autrement dit des gros misogynes, parce qu'on leur fait remplir des échelles de personnalité, et on voit du coup à peu près, on va dire, un certain schéma se dégager au niveau de personnalité. Et donc c'est qu'avec les groupes de masculinité toxique, donc vraiment les plus masculins des masculins, que vous avez un effet positif, et l'effet positif c'est juste qu'ils vont estimer que c'est un bon produit. Ils vont pas augmenter leur intention d'achat, ils ne changent pas leur intention d'achat, ils n'ont pas plus envie d'acheter ce produit qu'avant. C'est juste qu'ils vont estimer que bon, c'est un bon produit. C'est tout. Le seul effet sur les intentions d'achat qu'on constate, c'est que chez la grande majorité des gens, autrement dit tous ceux qui ne sont pas des toxicités masculines, enfin des masculins toxiques, ça baisse les intentions d'achat. Donc c'est un effet négatif, bordel. Ça me rend fou. Et les mecs ils continuent à te dire non mais promis la publicité, si on met des femmes à poil ça fait que ça vend plus parce qu'on attire et on active les centres sexuels et tout et c'est bon ça marche. Non ça marche pas. On a prouvé que ça marchait pas. Vous me foutez la paix avec ça bordel. Ah. Je continue. Cette recherche est sans conteste l'une des plus connues dans le monde raffiné du neuromarketing. Ça vend plus, donc vous cherchez à manipuler. N'est-ce pas? Elle concerne précisément 2 sodas dont les ingrédients et la composition sont quasiment identiques. Le Pepsi Cola et le Coca-Cola. Des tests antérieurs ont néanmoins montré que le Pepsi est souvent préféré lors des tests en aveugle alors que c'est le Coca-Cola qui arrive en tête lorsque les marques sont connues comme des goûteurs au moment de la dégustation. Par contre les pubs satiriques qui surfent sur le lol et ouvertement moqueurs de clichés, là j'adopte. Bah oui parce qu'il justement il moque le cliché et que du coup c'est socialement reconnu et que du coup ça a des effets positifs. Parce que tu vas jouer non pas avec le basiquement oh regarde t'as un kiki donc tu vas être attiré par la femme à poil, mais tu vas jouer sur le fait oh regardez notre société elle est un peu pourrie, ça serait peut-être bien si on s'en foutait de un peu, si on le rabaissait, si du coup on prenait un peu de recul, hein. Et forcément ça a un aspect vachement plus positif socialement, c'est logique avec les combats sociaux qu'on a actuellement. Tu parles justement à leur imaginaire, et là en l'occurrence tu parles à leur imaginaire contestataire de ces éléments, on va dire patriarcaux, conservateurs et compagnie. Donc là oui, là ça marche, là ça valide, là il y a un peu plus de réflexion, bravo. Mais bon. Après ça ne change pas qu'effectivement dans tous les cas, la publicité c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, c'est un fait, c'est le principe. Mais on va vous dire de manière hypocrite que non, vous êtes libre. Vous êtes libre d'acheter ou pas. On vous présente des caractéristiques, on vous met un petit packaging, un petit contexte un peu visuellement beau, on vous fait une petite histoire, vous voyez. Finalement c'est presque du court-métrage, c'est bon. Voilà. Si ça marche, pourquoi pas aussi des hommes sexy à poil pour les personnes attirées par les hommes? Ah bah oui mais non, parce que là après du coup tu pars du principe que tu vas remettre en question le fait que c'est l'homme qui a la bourse, là au sens bourse monétaire, et ça pose problème aussi, hein. On a encore quand même cette image qui est vachement tenace, hein. Du genre celui qui va dépenser, bah c'est l'homme, hein. La femme finalement, elle va demander l'autorisation au mari pour pouvoir payer et acheter des trucs, hein. Ça c'est quand même encore très présent aussi. Enfin il y a plein de trucs qu'il faut cramer, hein. Faut tout faire cramer, hein. Tout cramer, hein. Sexualiser tout le monde ou personne, bande de cons. Oui, non mais voilà. Bref. Il y a déjà là matière à réfléchir, mais il y a plus. Les zones cérébrales activées ne sont pas les mêmes lorsque les sujets dégustent du Pepsi Cola ou du Coca-Cola, qui ne savent pas ce qu'ils boivent, et lorsqu'ils le savent. Quand les sujets ne savent pas ce qu'ils boivent, la zone cérébrale la plus sollicitée est le cortex préfrontal ventromédian. Autrement dit, c'est la zone des plaisirs. Et c'est bien Pepsi qui l'emporte, la dégustation de Coca, ne sollicitant finalement qu'assez peu cette zone. Mais quand ils sont informés de la marque du soda qu'ils boivent, ce sont des autres zones du cerveau qui sont activées. Plus précisément, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral et l'hypothalamus. Autrement dit, ce sont des zones associées au jugement de valeur et à la mémoire. Et là, c'est maintenant le Coca qui l'emporte. Les résultats obtenus par Mackler et ses collègues nous montrent que, s'il en était besoin, l'influence peut exercer sur nous et malgré nous les publicités, les pratiques du marketing. De là à prendre des vessies pour des lanternes, car c'est bien le marketing de la ferme d'Atlanta qui conduit les sujets et nous avec eux à préférer le Coca, et non le plaisir éprouvé en le buvant. En découvrant ce tour de force de la publicité, Madame O n'était pas très fière. Elle nous a promis de commander la prochaine fois qu'elle retrouvera sa belle-sœur Edmonde à la brasserie Dragon un Pepsi Dolma, et bien frais évidemment. La morale est donc sauve, et elle ne manque pas de fraîcheur.
Alors oui, tu as le cliché de la femme qui va faire flamber la carte de crédit, mais ce que ça sous-entend, c'est que du coup, elle n'est pas responsable, et que du coup, ce qui sous-entend, c'est qu'il faut que ça soit l'homme qui maîtrise l'argent, qui maîtrise la bourse. C'est à lui qu'il y a la responsabilité de comment est-ce qu'on dépense, et notamment permettre à la femme, qui est un petit objet doux, mignon, patati patata, de venir lui apporter un petit plaisir, parce que finalement, elle est gentille, elle était bien brave. Hein, voilà, c'est tous ces clichés là, ça va en package, hein. Généralement c'est une bonne grosse merde hein, niveau cliché, hein. C'est plutôt nul. Enfin, c'est pas plutôt, c'est nul, c'est de la merde. Ils sont pipous, je parle des koalas. Des koalas sexy. Hein, quoi hein. Le calendrier des pompiers australiens, et il y a des koalas. Des koalas sexy australiens. Bon, pourquoi pas. Nous sommes à la conclusion. Pour conclure, en guise de conclusion, quelques extraits de l'entretien que nous avons accordé à la radio nationale d'Olmat, la fameuse RND. La personne à la radio. Ceci m'amène à vous poser une nouvelle question. Elle concerne, je pense, que vous vous y attendez un petit peu, la réalité des phénomènes que vous décrivez dans votre petit traité. N'exagérez-vous pas la portée de quelques phénomènes de laboratoire? Du coup, monsieur Joule et monsieur Beauvois, je vous remercie de nous poser cette question. C'est vrai que la psychologie sociale est une science expérimentale, donc dite de laboratoire. Mais pouvez-vous nous citer un seul objet dont l'étude expérimentale est possible et que l'on ait longtemps et sérieusement, dans l'histoire des sciences, étudié autrement? Ne va-t-il pas ainsi de toutes les sciences? Chacun sait qu'une science, pour se construire, a besoin de produire des phénomènes dans des conditions les plus pures possibles, ce qui n'est possible qu'en laboratoire. Avant de prétendre les reconnaître, évidemment, mêlés à d'autres, dans le monde qui nous entoure. Maintenant, s'agissant des phénomènes qui nous occupent, l'effet de gel, le pied dans la porte, l'amorçage, le leurre, la porte au nez, l'étiquetage, etc. Il se trouve qu'il ne s'agit pas vraiment de phénomènes de laboratoire. Les chercheurs les ont produits, la plupart du temps, sur le terrain, auprès de personnes qui ne savent évidemment pas qu'elles participent à une expérience de psychologie sociale, et qu'elles avaient affaire à un chercheur. Leur réaction n'a donc rien de biaisé. Détrompez-vous, les phénomènes de pied dans la porte, de porte au nez, mais de vous êtes libre d'eux, etc., ne sont pas des fictions de laboratoire. Il s'agit bien de phénomènes réels, de la vie sociale, qu'on voit souvent se produire de façon aussi pure qu'en laboratoire. Vous affirmez donc que ces phénomènes ne sont pas fictifs. On peut se trouver tous les jours victime d'un pied dans la porte, d'amorçage, d'un piège abscon, d'étiquetage et de que sais-je encore. Si tel est le cas, votre petit traité ne risque-t-il pas de susciter des vocations de manipulateurs? Je vois où vous voulez en venir. Vous nous reprochez en somme de fournir des armes aux manipulateurs potentiels. Soyons clairs, tout le monde, vous, moi, chacun des auditeurs qui nous écoutent, nous sommes des manipulateurs. Cela n'implique pas pour autant que nous soyons des grands pervers. Qui d'entre nous n'a jamais essayé d'obtenir quelque chose d'autrui, disons par des moyens directs? J'en profite, hein. Mettez des subs, donnez l'argent, lâchez du pognon. Vous êtes libre de lâcher des subs. Sachez que vous pouvez librement faire des dons. Librement. Wink wink de l'œil. Je place, on sait jamais, hein, je tente. Du coup, je reprends la lecture quand même. A ce titre, si tant est que nous fournissons des armes aux manipulateurs potentiels, elles seront utiles pour tout le monde. Reste évidemment le cas des manipulateurs professionnels, de ceux dont le métier est précisément d'obtenir quelque chose d'autrui, qu'on les appelle des managers, des commerçants, des travailleurs sociaux, des pédagogues. Peut-on sérieusement reprocher à des professionnels de chercher à optimiser leurs pratiques à la lumière des avancées de la connaissance? Convenez d'ailleurs que ceux-là n'ont pas attendu la publication de ce petit traité pour affiner leurs techniques, pour perfectionner leurs méthodes. Ils l'ont fait tantôt délibérément, et je pense là aux professionnels du commerce, qui se sont fait un devoir d'importer des techniques américaines de marketing, techniques qui sont d'ailleurs largement inspirées de la psychologie sociale. Ils l'ont fait, tantôt innocemment, en apportant ou en inventant des méthodes plus douces de gouvernance, d'enseignement, méthodes qu'ils jugent parfaitement déontologiques, mais dont l'efficacité repose, pour l'essentiel, sur des vertus manipulatrices. Et là je pense surtout aux managers, aux travailleurs sociaux, aux pédagogues. Ne croyez-vous pas qu'ils procèdent volontiers à des étiquetages, qu'ils pratiquent tout aussi volontiers des pieds dans la porte, qu'ils utilisent encore plus volontiers des « vous êtes libre d'eux », etc. Sont-ils purs parce qu'ils utilisent des techniques de manipulation, le plus souvent sans le savoir? À vous de décider. Quant à nous, scientifiques, plutôt que de le qualifier de matou, ce que feraient les premiers, les managers, ou de miné, ce que feraient les seconds, les travailleurs sociaux, les pédagogues, nous préférons appeler un chat un chat. Vous n'aurez pas ma liberté de sub. Exactement. On peut faire des chansons incroyables, c'est vrai. Donc ça, c'est un bon taquet. Je vais vous le dire en toute honnêteté. Ça, typiquement, c'est un problème récurrent de la science. Souvent, quand on fait des avancées,
par exemple dans les sciences sociales, hein, mais dans d'autres milieux, et que ça va un peu changer, ou que ça va donner de la visibilité à certaines mécaniques, vous allez toujours avoir ce retour de « Ouais, mais attendez, mais vous donnez des outils à des gens. Ouais, mais attendez, ça peut être détourné. Ouais, mais ceci, mais cela. » Le fait est, et je trouve qu'ils le répondent extrêmement bien, à un moment donné, il faut arrêter de faire chier. C'est pas parce qu'on n'a pas donné jusqu'à présent de visibilité à tel ou tel mécanisme que, un, ces mécanismes n'existent pas, et de deux, que ces mécanismes ne sont pas traités, étudiés, utilisés dans tout un certain nombre de milieux, et potentiellement pas du tout avec de bonnes intentions. Justement, le travail en tant que scientifique, c'est de mettre en avant ce qu'on voit de la réalité, et de le mettre en avant pour tout le monde, le donner accessible au plus grand nombre, pour justement pouvoir notamment contrecarrer des effets délétères qui pourraient être de telle ou telle méthode, par exemple là de manipulation dans ce petit traité, qui pourrait être utilisé par tout un tas de personnes pas très bien intentionnées. Justement, ça donne au grand public la possibilité de s'en protéger, en tout cas d'essayer de les repérer, du coup de les mitiger. Et ça c'est important de le mettre en avant. C'est pas parce que vous mettez un coup de loupe sur un élément que vous êtes responsable de l'élément, que si des gens utilisent mal cet élément, vous en êtes responsable. Non. Parce que ces gens en fait qui utilisent par exemple mal tel ou tel élément que vous avez mis en lumière, en fait rien ne dit qu'ils ne l'auraient pas découvert tôt ou tard et qu'ils ne l'auraient pas forcément partagé par contre, et qu'ils n'auraient pas forcément à contrario donné des outils à d'autres de s'en protéger. Ce que font par contre les scientifiques quand ils donnent les recherches qu'ils font au grand public. C'est tout l'intérêt. Soit ils ne vous ont peut-être pas attendu, mais avouez quand même que vous les aidez bien un petit peu. Ah mon Dieu. Je reprendrai d'abord mot pour mot la question que vient de poser mon collègue et ami. Peut-on sérieusement reprocher à des professionnels d'optimiser leurs pratiques à la lumière des avancées scientifiques? Certainement pas. Réfléchissons sur la base d'un exemple. On peut vendre des savonnettes en extorquant au client la décision préalable d'essayer un échantillon. On peut aussi vendre ces mêmes savonnettes en s'appuyant sur le prétendu besoin des clients de rester jeunes, désirables, de faire appel pour cela à Carla Sombry. Carla Assombri. Votre grand mannequin, comme l'appellent volontiers les journalistes de mode depuis sa tournée triomphale en Belgique. On peut enfin faire apparaître subrepticement en demi-seconde, 70 fois durant un match de tennis de football, le nom de la savonnette. Bah oui, c'est un jeu de mots nul, hein. De la savonnette qui nous sert définitivement de la persuasion et qui relève des techniques d'influence inconsciente de la publicité moderne. Dans le premier cas, on abuse le client en lui extorquant un premier comportement, essayer un échantillon, susceptible par pied dans la porte de déboucher sur le comportement d'achat attendu. On vend des savonnettes sans fournir de raison. Dans le deuxième cas, on lui confère un statut d'imbécile, ici de quelqu'un qui peut acheter un produit pour des qualités que ce produit n'a pas. On vend en usant de ce qu'on sait être de mauvaises raisons. Dans le troisième, le client n'a même plus la liberté de refuser ou de contre-argumenter. Il a perdu la plus essentielle des libertés démocratiques. On ne le prend que pour l'un des grains de cet agrégat humain qu'est la masse des individus consommateurs. Dans le premier cas, on manipule le client par une sorte de technologie comportementale. Dans le second, on se livre à un autre type de manipulation, plus classique il est vrai, parce que plus naturel, celle de la vraisemblance. Dans le troisième cas, on a recours à la pire des manipulations, mais parfois est cette fois dirigée. Le client est cette fois dirigé, ce qui fait l'objectif à long terme de toute propagande. À vous de choisir. Ah, c'est deux auteurs, hein, c'est Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Hein. Mais ils faisaient exactement, parce que du coup moi, Robert Vincent Joule c'était un enseignant, c'était un de mes enseignants à la faculté, du coup de psychologie sociale, et il nous faisait les mêmes putains de blagues, il nous faisait les mêmes blagues, le même genre de blagues nulles. Ça me faisait péter un câble. Alors c'était drôle, hein, mais ça me faisait péter un câble. Les jeux de mots pourris, les calembours foireux, t'es là et tu écoutes et t'es là, tu fais ah mon dieu. Quand même. En fait, je pense qu'il me préparait à Céron, c'est pour ça. Il reste que les techniques explicitées dans votre petit traité peuvent donner lieu à des applications immorales. Les pratiques d'intervention peuvent, bien sûr, lorsqu'elles ne sont pas mises en œuvre par des honnêtes gens, poser de vraies questions éthiques. Il faut les dénoncer sans complaisance. Mais les pratiques d'intervention peuvent aussi en poser de fausses lorsqu'elles sont mises en œuvre par des honnêtes gens. J'ai été convié il y a quelques années à une réunion organisée par un centre de planning familial. Toutes les participantes, sans exception, avaient lu le petit traité. On discuta longuement, passionnément d'une possible optimisation de leurs pratiques. Cette discussion choqua profondément 2 ou 3 conseillères qui n'y retrouvaient pas leur conception de l'homme. En l'occurrence, évidemment, de la femme.
Conception qui, disait-elle, fondait leur travail et définissait leur éthique professionnelle. Elles prenaient le mot manipulation très au sérieux, se refusaient de recourir durant leur permanence aux techniques décrites dans notre ouvrage, quitte à perdre beaucoup, comme elles le reconnaissaient, en efficacité. Leurs propos mirent une autre conseillère dans une colère noire. Elle reprocha alors à ses collègues de considérer et de donner à penser qu'il était davantage éthique de laisser une jeune femme se faire engrosser par un amant indélicat et peut-être frivole. Je laisse vos auditeurs en juger. Oui, en dépit de leur efficacité, les techniques que nous décrivons ne plaisent pas à tout le monde. Je voudrais poser une question à vos auditeurs. Lorsqu'il en va directement de l'intégrité psychologique ou physique d'une personne, serait-elle éthique de refuser de recourir à un savoir scientifique qui a fait la preuve de son utilité, au prétexte qu'il ne colle guère avec l'idée qu'on a des déterminants de comportement humain, idée qui est plus souvent fausse, mais à laquelle on tient parce qu'elle colle parfaitement à celle qu'on se fait de l'homme et de sa liberté. Permettez-moi d'ajouter ceci. Les techniques comportementales, comme le pied dans la porte, le toucher, le « mais vous êtes libre d'eux », etc., sont à la disposition de n'importe qui, de n'importe quel citoyen. Si tant est que nous ayons fourni des armes aux manipulateurs professionnels, reconnaissez qu'il en est déjà d'autres à leur disposition, et que celles qui auront éventuellement acquises à la lecture de ce petit traité ne sont pas moralement plus critiquables. En outre, nous espérons aussi avoir donné aux manipulés potentiels, pour eux, quelques clés pour mieux se défendre. Justement, si vous rappeliez comment il convient de s'y prendre pour éviter d'être manipulé, voilà une question qui intéresse les dolmates. La première chose que l'on peut conseiller à celles et ceux qui nous écoutent, c'est de lire attentivement notre petit traité. C'est bon, c'est bon. En effet, la meilleure façon d'éviter d'être manipulé par un pied dans la porte, par un amorçage, par une porte au nez, par un pied dans la bouche, c'est encore de bien avoir en tête le principe de ces stratégies. Maintenant, sans entrer dans les détails de ces stratégies, les conseils les plus généraux qu'on peut vous donner sont plutôt élémentaires. Nous conseillons d'abord à vos auditeurs d'apprendre à revenir sur une décision. C'est plus difficile qu'on ne l'imagine. Les normes, les idéologies ambiantes nous incitent plutôt à être consistants, fiables, constants. Or, de nombreuses manipulations reposent sur cette propension qu'ont les gens à adhérer à leurs décisions, négligeant ainsi ce qu'il peut y avoir de nouveau dans leur situation. À suivre ce conseil, vos auditeurs éviteront de se faire manipuler par amorçage, par leurre, à s'auto-manipuler dans une dépense gâchée, à une escalade d'engagement ou à tomber dans un piège abscon. Notre second conseil est toujours lié à la prise de décision, il va dans le même sens. Il faut savoir considérer deux décisions successives comme indépendantes. Ce conseil prend à rebrousse-poil ces mêmes normes ou idéologies ambiantes qui nous incitent plutôt à mettre notre marque, notre style, si vous préférez, à nous reconnaître dans les diverses décisions qui font le cours de notre existence. Ce que nous avons à suggérer est exactement le contraire. Vous avez une nouvelle décision à prendre ? Oubliez celle que vous avez prise juste avant. Énumérez bien toutes les solutions possibles, sans attribuer plus d'importance à celle que vous avez entièrement sélectionnée. Alors j'ai le chat qui essaie de bouffer mon assiette. Ce n'est pas parce que vous avez répondu oui aujourd'hui à quelqu'un qui vous demandait de lui rendre un certain service que vous ne pouvez pas lui répondre maintenant non s'il vous demande demain de lui rendre à nouveau ce service, ou s'il vous demande de lui rendre un autre service, surtout s'il est plus important. Si on vous reproche alors quelque inconsistance, répondez avec une belle assurance que vous vous méfiez des effets de gel, ou que vous n'appréciez pas les pieds dans la porte, et encore moins les doubles pieds dans la porte. Si votre interlocuteur interloqué ne comprend pas un tel vocabulaire, renvoyez-le à la lecture de notre ouvrage. Ils sont bons, hein. Ils sont bons, ils vous poussent à aller acheter son bouquin, ou alors ils vous poussent à aller faire d'autres gens acheter ce bouquin. Arrête de vouloir manger mon assiette. Ça suffit. J'ai le chat qui veut manger mon assiette, il me saoule. Je continue. Un troisième conseil. Il ne va pas non plus dans le sens des normes et idéologies ambiantes. Ne surestimez pas votre liberté. Autrement dit, sachez évaluer votre liberté à sa juste valeur. Les manipulations que nous avons évoquées ne sont efficaces que lorsqu'elles sont pratiquées dans un contexte de liberté. Je ne veux pas, ici, ouvrir un débat philosophique sur la liberté. Je veux seulement dire qu'un individu... Ça suffit. Il me saoule. Je veux seulement dire qu'un individu ne peut être efficacement manipulé que s'il éprouve un sentiment de liberté. J'ajouterai encore que ce sentiment de liberté me laisse un peu perplexe. Quelle signification peut avoir tel sentiment de liberté lorsqu'il s'agit de donner l'heure à quelqu'un qui vous la demande, de faire un choix que tout le monde fait, d'accepter de rendre un service, un petit service, tout simplement parce qu'un refus serait plus coûteux qu'une acceptation? Certainement aucune. C'est pourtant ce sentiment-là qui nous rend si vulnérables. Dans ces menues situations de la vie sociale, lorsqu'un individu a pris une décision, nous ne pouvons que lui conseiller de bien analyser les pressions dont il a été l'objet, les normes de comportement auxquelles il est peut-être conformé, les injonctions implicites ou explicites qui pouvaient lui être faites par ses supérieurs, ses formateurs, ses parents, ses voisins, ses amis, et d'en appeler à sa liberté. Que pour les grandes décisions, susceptibles d'infléchir le coût de l'existence. Il évitera ainsi les conséquences perverses des étiquetages ou les désillusions, mais d'un « vous êtes libre d'eux ».
Je vais filer moi. Des bisous, bonne soirée à toi, merci d'avoir été là, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Et il nous reste plus beaucoup, parce qu'il nous reste une page. Voilà, on est bon, on est presque à la fin. Messieurs, je vous arrête. Vous oubliez que nous sommes dans une démocratie, que la liberté est inscrite dans la Constitution d'Almat, au titre d'un des principes fondamentaux. Si je vous comprends bien, vous nous dites que cet homme dont la démocratie a besoin, cet homme qui sait prendre des décisions, s'y tenir, qui les prend librement, bref, qui se sent responsable de ce qu'il fait, c'est celui-là même qui constitue la meilleure patte à manipuler. C'est moi qui vous arrête. Nous nous refusons à prendre parti sur ce qu'est ou n'est pas la liberté. Savoir si des gens sont libres ou ne le sont pas n'est pas du ressort de la discussion et du ressort de la discussion philosophique, éventuellement politique, pas la discussion scientifique. Psychologues sociaux, nous constatons deux choses. La première, l'extraordinaire importance du sentiment de liberté, dans ce que j'appellerais le retombée cognitive, comportementale de nos actions. C'est, que nous le voulions ou non, ce sentiment de liberté qui nous engage et qui rend possible la rationalisation de nos conduites, la réalisation d'autres conduites plus coûteuses, dont nous serions, la plupart du temps, bien passés, mais qu'on attend de nous, qu'on obtient de nous, dans des situations finalement assez proches des situations de soumission librement consentie, qui ont été décrites dans notre ouvrage. La seconde chose est paradoxale. Ce sentiment de liberté ne permet généralement pas de refuser des comportements dont on aurait préféré se dispenser, qui vont nous engager à notre corps défendant. Dans de très nombreuses situations, étudiées par les psychologues sociaux, ce sentiment de liberté n'est que la conséquence d'une simple déclaration de l'expérimentateur. L'expérimentateur disant explicitement au sujet qu'ils sont libres de faire ce ou de ne pas faire ce qu'ils attendent d'eux. Ce qui ne les empêche pas de faire exactement ce qu'ils auraient fait sous la contrainte. Autrement dit, si on s'intéresse aux milliers de sujets qui ont traversé les expériences de psychologie sociale, on constate que ceux qui étaient déclarés soi-disant libres se sont toujours comportés comme ceux qui sont soi-disant ne l'étaient pas. Quelquefois même, ce sont les sujets libres qui se soumettent le plus, comme en témoignent les recherches sur la technique du « mais vous êtes libre d'eux », dont je n'ai malheureusement pas le temps de parler. Odeur de vinaigre dans le nez à cause du nettoyage, mais odeur de tarte aux pommes sortie du four dans la cuisine. Ah, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Je suis triste de pas être à Strasbourg. Je suis un peu triste. J'adore les tartes aux pommes. Voilà, sachez-le, j'adore les tartes aux pommes. Avouez qu'il est déroutant de constater que l'individu, bien sous tout rapport, celui qui adhère à la plupart des normes et des jugements, tout en croyant d'ailleurs s'en départir, celui qui se sent libre, celui qui veut être consistant, celui qui trouve en lui les mêmes raisons de ce qu'il fait et de ce qui lui arrive, de constater donc que cet individu-là est incontestablement le plus manipulable. Que ce soit aussi cet individu-là qui ait le plus de chances de réussir dans la vie professionnelle, sociale de nos sociétés démocratiques a de quoi nous faire réfléchir. Mais là non plus, je n'ai pas le temps de développer ma pensée. Cela dit, il est évident que la liberté est nécessaire au fonctionnement démocratique des institutions. Mais nous sommes, mon collègue et moi, de vrais démocrates. En dénonçant les éventuelles perversions de sentiment de liberté, nous ne militons, finalement, que pour une démocratie plus réelle, plus vivante. Tu passes quand tu veux, mais tu préviens avant, sinon j'aurai pas de tarte. Ça fait loin quand même, Strasbourg. Ça fait un peu loin. Mais c'est gentil. Il tacle, hein. Vous avez vu encore une fois, ça tacle. D'ailleurs, c'est lequel des deux, ça? C'est Jean-Léon Beauvois. ça, c'est Jean-Léon Beauvois qui tacle. Il envoie, hein. Il envoie, hein. Il est pas là pour déconner, hein. Jean-Léon Beauvois, il te dit non, mais la liberté, tu te la carres où tu le penses, parce que voilà, ça n'existe pas vraiment, mais après, c'est une discussion philosophique, on n'a pas le temps. Scientifiquement, on constate que dans nos sociétés, celui qui réussit, c'est celui qui se conforme, et il croit qu'il se conforme pas, il croit qu'il est libre et tout, mais en fait, non, il fait que se conformer. Ça pose problème un peu, mais bon, on n'a pas le temps. Allez, bisous. Ça, c'est fait, comme on dit. Vous voulez dire que la Dalmatie n'est pas une démocratie réelle et vivante ? J'aurais préféré moi aussi éviter une discussion de nature politique. Mais bon, puisque vous posez la question. Sachez que nous sommes très heureux, mon collègue et moi, de vivre dans une démocratie. Nous serions prêts à dire que la Dalmatie est une démocratie réelle, vivante, si nous étions vraiment sûrs que les gens y font quotidiennement en toute liberté et fondamentalement différent de ce que font les gens quotidiennement dans d'autres pays moins démocratiques. Une démocratie qui n'apprenne pas la vie de tous les jours et la possibilité effective de choisir librement ses propres comportements quotidiens peut-elle être vraiment tenue pour une démocratie réelle et vivante ? Rien ne permet de penser que la Dalmatie ne deviendra jamais une démocratie réelle et vivante. Mais une telle évolution suppose que l'on ne galvaude point le concept de liberté. La question de la liberté est une question sérieuse. Jean Léon lui a d'ailleurs consacré un livre entier. 2 ou 3 choses que je sais de la liberté, dont je ne peux que conseiller la lecture à vos auditeurs. C'est important à noter. Il a fait, Jean Léon, un livre sur la liberté. Il y a un chat sur ma plaque de cuisson. Tu n'es pas une tarte aux pommes.
Je vais te renommer en tarte aux pommes. Ah. Bref, c'est intéressant de savoir qu'il avait fait un livre sur la liberté, je savais pas du tout. Je suis curieux de le lire du coup. Si je vous comprends bien, vous jugez une démocratie à son aptitude à générer des comportements nouveaux et libres, pas seulement dans l'isoloir, mais dans la vie de tous les jours. Vous m'avez bien compris. Des comportements nouveaux, et bien sûr des pratiques et des idées nouvelles, mais aussi inattendues. Au service du progrès, je suppose, évidemment. Et j'ajouterai, à les générer dans le plaisir. Nous arrivons à un terme de cet entretien, et ma dernière question portera naturellement sur le succès de cet ouvrage, traduit dans une douzaine de langues et déjà vendu en France à plus de 350 000 exemplaires. Si mes informations sont bonnes, comment est-ce que vous expliquez un tel succès? Arrêtez de me saouler. Oui, vos informations sont bonnes. Il a même fait l'objet d'une adaptation théâtrale. Mais non. Ils ont fait une pièce de théâtre du petit traité de manipulation. Mais c'est génial. Je ne savais pas. J'ai envie de voir cette pièce de théâtre. Vos informations sont bonnes. Il a même fait l'objet plusieurs facteurs expliquent sûrement le succès de notre ouvrage, qui a dépassé, vous vous en doutez, toutes nos espérances. Je ne parlerai pas de son titre, si souvent parodié. Qu'il ait pu au départ jouer est probable. Je ne parlerai pas davantage des librairies soucieux de promouvoir notre livre auprès de leur clientèle, qui, en le plaçant en devanture de leur librairie, qui, en le mettant en valeur sur un présentoir, qui, en prenant l'initiative d'organiser des rencontres auteurs-clients, des séances de signature, des débats, qui encore, tout simplement, en recommandant chaleureusement la lecture. Ils ont notre estime. Leur concours ne peut pas être tenu pour négligeable, mais d'autres éléments, je crois, ont été déterminants. Il y a d'abord l'intérêt de nos collègues universitaires pour ce livre. Ils ont apprécié la présentation d'un champ de la psychologie sociale expérimentale qu'ils nous ont dit juger à la fois précise, précieuse, utile à la formation de leurs étudiants, originale, la théorie de l'engagement n'a jamais été présentée en France sinon incidemment par nous-mêmes dans un autre livre, et distrayante, les aventures de Madame O ne manquant pas à leurs yeux de sel. Grâce à eux, nous les en remercions. Le Petit Traité est certainement aujourd'hui l'un des ouvrages les plus lus, travaillés par les étudiants de psychologie, mais également par les étudiants de nombreuses autres formations, écoles, instituts, ayant des enseignements de sciences humaines et sociales à leur programme, master de management, de marketing, école de commerce, IEP, IAE, IUT notamment. Il y a ensuite ce qu'on pourrait appeler un effet boule de neige. Il est vrai que le Petit Traité n'a pas, dès sa parution, fait un énorme buzz. Négligé par les journaux, les grands périodiques nationaux, il a en revanche été favorablement, voire très favorablement présenté dans de nombreuses revues professionnelles, Liaison sociale, le journal des psychologues, etc. Dans des journaux d'institutions, journal de l'école polytechnique, Annales des mines, etc. Dans des revues spécialisées, entreprises, carrière, challenge, etc. Dans des revues de diffusion scientifique, la recherche, sciences humaines, sciences et vie, pour la science, etc. Et même dans des revues grand public, comme Réponse à tout. Il a aussi et surtout été porté par le bouche à oreille, les étudiants en ayant conseillé la lecture de leurs amis et parents, qui à leur tour l'ont fait lire à leurs amis, parents, etc. Des acteurs du monde socio-économique ont également joué un rôle clé. Ils l'ont fait lire à leurs collaborateurs, qui eux-mêmes l'ont fait lire à leurs connaissances, et ainsi de suite. Des radios nationales sont aussi venues prendre le relais, France Inter, Europe 1, Radio Suisse, Romande, et la vôtre aujourd'hui. Un grand merci. Sans oublier le renouvellement de certaines pratiques que la lecture du Petit Traité a permis d'entrevoir. Certains professionnels ont trouvé dans les connaissances contenues dans l'ouvrage, principalement dans les techniques permettant d'amener autrui à faire librement ce qu'on attend de lui, des réponses innovantes aux questions qu'ils se posaient, par-delà la manière d'optimiser leurs pratiques. Il peut s'agir de commerciaux, bien sûr, mais aussi d'enseignants, de travailleurs sociaux, d'éducateurs, de médecins, d'hygiénistes, de tabatologues, nutritionnistes, etc. Et plus encore de managers qui ont perçu dans le Petit Traité de raison de convaincantes, de repenser leur style de gouvernance. Et puis, bien sûr, il y a des parents qui ne sont pas restés indifférents aux nouvelles perspectives éducatives ouvertes par ce livre, qui ont apprécié l'efficacité des techniques qui y sont explicitées, pour obtenir de leurs enfants des comportements aussi variés que ranger sa chambre, faire ses devoirs, manger ses légumes. Il me reste à vous demander si vous avez de nouvelles de Madame O. Ah, votre compatriote. Évidemment, vous vous doutez bien que nous nous sommes fait un devoir. Qu'est-ce que tu fais, ma puce? Tu fais bien du bruit. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas pipi là, hein? Tu fais pas pipi là. Mon Dieu. Je finis donc. C'est littéralement le dernier truc, hein. On est à la toute fin. Votre compatriote, évidemment, vous vous doutez bien que nous nous sommes fait un devoir de mettre à profit notre récent séjour en Dalmatie pour essayer de la rencontrer. Nous n'y sommes hélas pas parvenus. Nous avons néanmoins pu apprendre de ses voisins qu'elle avait quitté son mari et que quelques aventures militantes aussi bien que sentimentales, elle avait fini par retrouver le tante Germaine. Il paraît qu'elles forment désormais, toutes les deux, une sacrée paire de luronnes. Qu'est-ce que c'est?
Nous avons depuis cet entretien retrouvé avec beaucoup de plaisir Madame O, engagée pour le meilleur et pour le pire dans une nouvelle vie. Nous sommes d'ailleurs promis de ne plus jamais perdre contact. Promesse tenue, elle figure aujourd'hui au nombre des 4999 amis avec lesquels nous partageons presque quotidiennement rire et larmes sur le web. Vive les réseaux sociaux. Ok. Eh bien écoutez, c'est fini, ça y est, nous avons fini le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Ça aura été long, mais j'espère que vous aurez apprécié. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là, c'est rond, passe une très bonne journée. Ça m'a fait plaisir de repasser par ici, même si j'ai eu de nombreux AFK, je dois vous laisser des bisous. Merci d'avoir été là, j'espère que tu as apprécié la journée avec nous. Comme d'habitude, hein, si tu veux voir le reste, il y a tout qui est sur YouTube, et ça va pas trop tarder à arriver, pour avoir tous les tenants et aboutissants. Jeudi, on partira sur autre chose, mais en tout cas, pour la fin de la VOD, je vais vous donner un peu ma conclusion générale. Je trouve que c'est un très bon manuel, c'est un très bon traité qui va effectivement expliciter pas mal de mécanismes qui sont connus en psychologie sociale, en sciences sociales, sur les techniques de manipulation, sur l'inconscient, sur qu'est-ce qui peut façonner notre comportement et également un petit peu façonner nos idées, nos façons de penser. Et je pense qu'il est très intéressant pour ça. A contrario, il a des malus, notamment le problème qui est que il est quand même daté. Il a des références qui sont pas foufou. En termes non pas d'éléments scientifiques, hein, mais ils prennent des exemples et ils font des exemples de vie pour présenter certaines choses qui sont très marquées de stéréotypes. Et je trouve ça un peu dommage. Après, je pense que notamment, pour avoir un petit peu côtoyé notamment Monsieur Joule, qui était un de mes enseignants, que ça vient notamment du fait que faire un stéréotype c'est vachement plus simple, pour donner un exemple, parce que tu grossis le trait. Comme tu grossis le trait, c'est vachement plus simple d'expliciter les mécanismes qu'il y a dedans, puisque c'est l'idée. Tu vas grossir le trait pour d'autant mieux pouvoir présenter cet élément que tu veux pouvoir présenter. Donc c'est intéressant pour ça, même si je trouve que ça peut être un petit peu agaçant et un petit peu dommage de tomber dans des stéréotypes, parce que malheureusement ça habitue aux stéréotypes. Vous savez ce que c'est, hein, mais c'est même comme vous faites des blagues par exemple sur des stéréotypes. Le problème, c'est que même si vous faites des blagues sur les stéréotypes, vous alimentez le stéréotype, vous le gardez vif. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est ça que je trouve un peu dommage. Au-delà de ça, il y a des petites références contextuelles qui sont des références contextuelles qui datent de quand le livre a été écrit, donc en année 2012, 2013, je sais plus. 2014, pardon. 2014, qui sont tout à fait pertinentes, mais qu'il faut avoir le contexte pour comprendre les références. Sinon il y a des trucs qui passent un petit peu à la trappe et c'est dommage. Je trouve que c'est un peu dommage. Sinon, encore une fois, je trouve que c'est un très bon manuel. Il fait bien son café, il travaille bien. Voilà, il remplit son office. Ça mériterait d'être réactualisé, je pense, notamment peut-être pour retravailler un petit peu les exemples et un petit peu enlever certains clichés ou battre un peu le fer à ces clichés. Je pense que ça ferait pas de mal. Au-delà de ça, peut-être aussi pour mettre 2-3 avancées qui ont été faites dans certains champs de la recherche en question, parce que encore une fois, il y a des choses qui sont avancées, qui sont travaillées, et que ce serait pertinent de s'appuyer sur ces nouvelles recherches pour justement continuer à augmenter le corpus qu'il y a sur ce champ de recherche. Mais en soi, encore une fois, je trouve que c'est plutôt un bon livre. J'espère que vous avez apprécié en tout cas, ceux qui sont sur le live et ceux qui sont sur la VOD, la lecture de ce livre. N'hésitez pas bien sûr en commentaire dans n'importe quel épisode à demander, à poser des questions, à vouloir vous renseigner sur tel ou tel élément que vous n'auriez pas forcément bien compris et que vous voulez creuser un petit peu. Parce que c'est fait pour ça, hein, que ce soit les lives ou que ce soit YouTube, je suis là pour vulgariser les sciences sociales, donc à un moment donné, n'hésitez pas. Et puis voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour la VOD, donc petite fougère de YouTube, des bisous, j'espère que tu as apprécié, et à très bientôt.